Moi, à 4h du matin, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui soit sympa, on peut parler d'autres choses. Un mec qui dit je suis passionné par le M&A sans en avoir fait, c'est un non. Quand je suis arrivée à l'EDEC, j'ai dit flemme de fou, je ne ferai pas de finance. Mon père m'a dit mais va à Nice, fais de la finance. J'ai dit c'est hors de question. Chez City, je finissais jamais avant minuit, bossais très tard le vendredi soir. Tu faisais quoi concrètement pour finir à ces heures-là? Parce que le salaire moyen à la sortie d'école en M&A, c'est quoi? Chez Crédit Suisse, j'étais à... Comment tu fais pour te différencier, pour construire ton parcours dans la finance? Quand j'étais chez Crédit Suisse, j'ai vu des gens qui étaient dans mon équipe se faire virer, quoi. Du jour au lendemain. Tu reçois un coup de fil, tu montes au 7e étage, tu signes un papier, tu redescends plus. Quand on a un business comme toi, quand on travaille H24, etc., c'est comment le dating? Je date pas. Faut démystifier ce métier. Parce que soit t'as des gens qui sont là pour vendre le métier et te dire ouais c'est super, le M&A, y a pas mieux. Moi j'ai voulu me dire non mais il y a aussi la vérité derrière. On est prêt ou pas? On est prêt de ouf. Top. Putain, je suis tellement Cet troll. épisode ne finira jamais. C'est parti. 3... Non, si tu fais un décompte, gros. Non, parce que là sinon j'ai rigolé. Déjà ça va faire comme Raph, je suis sûre. Regarde pas. 3, 2... 1. Il y aura pas... De toute façon, je mettrai pas le plan sur toi au pire. Et je m'en fous, on y va. Salut à tous les amis, c'est Boris. On se retrouve pour un nouvel épisode du Trade Talk. On est avec... Kémil. Et avec notre invité du jour... Chiara, Operto, je peux me présenter ou sinon tu peux me présenter. Non, attends, avant, t'inquiète, on va... Ouais, l'épisode commence comme ça, les amis, c'est parfait. Alors, avant d'en arriver à Chiara, très rapidement, elle est morte de rire. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on tenait à vous remercier avec Émile pour tout le soutien que vous nous avez donné, tous les DM qu'on a reçus, et ouais, ça nous montre qu'on fait pas ça pour rien. Donc c'est très cool. Et pour commencer, d'ailleurs, tu nous donneras ton avis là-dessus. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore parlé véritablement en live de pourquoi on avait choisi d'inviter des gens pour faire ce talk. En fait, on va en école de commerce et on se dit, c'est une voie générale, on trouvera forcément quelque chose. Tu l'as peut-être vécu aussi, toi? Ouais. Et on arrive au final, on se dit qu'on trouvera, mais quand t'arrives et que tu trouves pas, et que tu sais pas vraiment, que t'es un peu perdu, que t'as du mal à te projeter, ok, il y a peut-être des trucs qui t'intéressent, conseils, finances, mais ok, est-ce que tu seras vraiment épanoui là-dedans? Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens perdus, et au-delà du manque cruel d'aide sur la question des écoles, il y avait des aides, toi, là-dessus, un peu à l'EDEC, sur l'orientation de ça? Alors franchement, pas tant que ça. C'est vrai que à l'EDEC, on nous pousse vraiment à aller dans un certain milieu, donc la finance classique. Mais par contre, en termes d'orientation, on va pas forcément te poser la question qu'est-ce que t'aimes pas. Moi, ça me fait clairement penser au conseil d'orientation. Quand tu vas, quand t'es au lycée et qu'ils te disent, alors je pense que la prépa c'est un peu compliqué, donc faut faire du BTS, un BTS. Non pas que le BTS, j'ai rien contre un top formation, mais voilà. Donc clairement, je me retrouve totalement dans ce que vous dites. C'est ça. Et en fait, donc au-delà du manque cruel d'aide là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de modèles aussi. Des gens qui étaient juste à l'étape d'après, donc des jeunes pour le coup, qui ont peut-être sont dans quelques années après. Ouais, pas nécessairement des gens de plus de 30, 35 ans, mais qui sont là pour donner un vrai témoignage de ce qui se passe après. Parce que généralement, ce qu'il faut, quand tu veux aller dans une voie mais t'es pas sûr, il faut y aller pour te rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et nous, on fait ça parce que c'est les vidéos qu'on aurait aimé voir à l'époque, en fait, au final. Pour pouvoir se projeter potentiellement, se dire, ok, ça, si je fais ça, j'aurai un lifestyle à peu près comme ça, il y aura tel salaire. Puis aussi savoir c'est quoi les stratégies qui ont permis à cette personne d'accéder à tel métier. Les faux pas aussi qu'il faut éviter. Et puis d'avoir un peu plus effectivement d'insight sur les secteurs et les entreprises. Ouais, c'est pour ça qu'on essaie d'aller cuisiner un petit peu les invités pour pas seulement sur le storytelling, mais sur le concrètement, t'es allé là, comment t'as fait pour y arriver, comment tu t'es différencié, etc., quoi. De quoi vous apporter un maximum de valeur, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez entendu Chiara, elle va venir chez vous frapper si vous le faites pas. Donc elle fait de la boxe. Abonnez-vous à moi aussi. Oui, Chiara, je suis un bâtard. Chiara, on reçoit aujourd'hui, si elle se présente ou... Je vais présenter. Je vais faire une petite phrase d'intro. D'accord, vas-y, présente-la. Du coup, on reçoit Chiara. Merci Chiara Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Donc Chiara, t'as fait prépa à Lyon. Ensuite, t'as intégré l'EDEC. Donc t'as fait un parcours assez orienté finance, que ce soit dans tes stages, et après un premier CDI en finance, en M&A. Ouais. Derrière, t'as quitté le M&A pour aller chez Databricks, donc où t'as travaillé en sales. Ouais. Et aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat depuis quelques mois.
justement sur de l'accompagnement en finance, dont tu nous parleras un peu plus. Ouais. J'ai rien oublié, c'est ça? Non, c'est plutôt bien, c'est plutôt ça. J'ai fait mon travail. De toute façon, on deep divera. Ouais. Ouais. On ira un peu plus en profondeur, ouais. Très corpo, là, ce que je viens de dire. Mais bon, ok. Type Daira. Quoi, il y a une petite... Live, tu sais, les gens qui parlent en mode franglais, je déteste ça. Ouais, j'essaie de faire un effort là-dessus. C'est très compliqué. Bon, on va commencer par le petit rituel habituel maintenant. Vous êtes habitués. Sauf pour les nouveaux. Sauf pour les nouveaux. Et c'est pas normal. Voilà. Donc c'est la minute vérité. C'était la minute vrai ou faux. Maintenant c'est la minute vérité parce que on n'a pas que des réponses qui sont par vrai ou faux. Donc voilà, Kémil. T'as le droit à un joker. Ok. Au bout du premier joker consommé, si tu réponds pas... Donc là, il faut que je dise un truc. Vous allez me poser une question et je dois dire la vérité. Ouais, vrai ou faux. Ah, vrai ou faux. Vrai ou faux. Il y aura peut-être un oui ou non, mais parce que des fois, on prépare mal les questions, tu vois. Donc, on se rend compte en les disant que tu veux pas répondre par vrai ou par faux, mais t'es prête? Ouais. Allez, let's go. En école de commerce, tu achètes ton diplôme. Oui. La préparation en école est insuffisante pour le M&A. Oui. Vrai, pardon. C'est pas grave. Tu peux dire oui. L'école de commerce est une bonne formation pour l'entrepreneuriat. Vrai ou faux bon, allez. Vrai pour le réseau, faux pour le reste. Ok. L'EDEX est supérieur à l'EM Lyon. Vrai. En M&A, on travaille plus de 60 heures par semaine. Ouais. Impossible d'entretenir une relation amoureuse quand on est en M&A. Faux. En M&A, quand t'es junior, t'es un larbin. Ça dépend où, mais je dirais sur les tâches vraies, en quelque sorte. On gagne plus de 80K par an en M&A. Dans la plupart des structures, vrai. La fusion-acquisition, c'est la voie royale en école de commerce. Vrai. Goldman, Rothschild, Morgan Stanley, si t'es pas dans le top 5, tu oublies. Au début, vrai. Plus dur de faire sa place en finance quand on est une femme. Répète un coup là. C'est plus dur de faire sa place en finance quand on est une femme. Faux. C'est plus facile. Pour y rentrer, oui. Ok. Il y a des quotas. Intéressant. Ça fait plus rêver la finance aujourd'hui. Faux. Le métier de sales, c'est de la séduction. Vrai. Sales, ça paie mieux que M&A. Au début, vrai. Ouais, rapport salaire, horaire, ouais, clairement. Ok, c'est tout pour moi. T'as dit la question du salaire? Ouais. Ok, super. Ouais. Je suis ailleurs là. C'était les 80K. Oui. Je les ai posés. Du coup ça dépend des structures, mais globalement, oui. Ok, d'accord. T'écoutes pas? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une des questions, une de tes réponses sur lesquelles tu veux revenir, expliquer un petit peu, et puis les autres, de toute façon, on aura l'occasion de les aborder? Bah peut-être, parce que la réponse, c'est vrai qu'elle est un petit peu ambiguë, mais sur le fait de dire le M&A, c'est la voie royale. Sur le papier, quand tu rentres en école, on te vend la finance comme le moyen d'avoir un très bon matelas financier quand t'es junior. Tu peux globalement ensuite te réorienter assez facilement puisque sur ton CV, t'as de la crédibilité. Après, la voie royale en tant que développement personnel, mindset sur ce que tu veux faire, peut-être pas. Parce que oui, en effet, comme je disais, quand t'es junior, mais même quand dans la plupart des jobs assez classiques, au début, tu fais des tâches un petit peu ingrates. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est surtout là-dessus sur lequel on peut revenir, quoi. Clairement, oui, c'est peut-être pas... Enfin, la voie royale, c'est un mot... ça peut être relié au prestige, oui. Est-ce que c'est relié à l'ambition? Donc pour toi, c'est la plus prestigieuse, par contre? Moi, forcément, je l'ai fait parce que, en fait, quand on m'a parlé du M&A, moi, initialement, de base, je voulais le M. J'ai dit, moi, je veux le M parce que je veux créer une boîte, je veux faire un truc. Je me souviens, j'étais allée sur le campus, là, on m'a montré les imprimantes 3D. J'avais encore un peu un mindset 1G, je sais pas, je voulais être un truc dans la tech un peu. Et après, bon, j'ai pas eu le M, parce que j'ai échoué, hein, on va pas se mentir. J'ai eu les decks, à mon plus grand regret, mais au final, aujourd'hui, j'en suis très contente. Et en fait, quand je suis arrivée à l'EDEC, j'ai dit, flemme de fou, je ne ferai pas de finance. Mon père m'a dit, mais va à Nice, fais de la finance. J'ai dit, c'est hors de question. Et au final, c'est vrai que, je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants. On te baratine un peu en disant, oui, mais la finance, tu vas gagner de l'argent, tu vas être tranquille, après, tu fais ce que tu veux, tu vas avoir le réseau. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, je vais faire de la finance. Et après, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire du M&A pour ces raisons-là. Après, on pourra en parler, mais typiquement, voilà, c'est un petit peu l'école aussi qui m'a poussée à aller vers ce genre de métier. Ouais. C'est marrant, nous, on n'a pas eu trop de... Enfin, moi, perso, j'ai pas eu trop de propagande là-dessus. Non, même pas du tout, je dirais. Ouais, on est d'accord. Bon, franchement, après... on n'a pas eu de... Ouais, il faut absolument aller en finance. Plus peut-être conseil.
Ouais, encore, hein, franchement, je pense que c'est plus la tendance de marché globale qui fait aller vers le conseil et la finance, nous, plus que l'école. Mais après, toi, tu dirais que c'est à quel niveau qu'on t'a poussé à aller en finance? Est-ce que c'est... Non, mais après, moi, c'était plus... En fait, les decks, déjà, ils ont un pôle finance, ils sont très bons en finance, donc je pense que là-dessus, ils en parlent quand même pas mal. Moi, dans mon entourage, même dans mon asso, il y avait pas mal de gens et des gens que je côtoyais en fait qui étaient allés en finance. Et puis bon, bah tu te renseignes de petit à petit. Moi, j'avais des potes aussi qui étaient à Londres, donc c'est eux qui ont commencé à me parler de la finance, aussi. Ouais. Donc forcément, moi, je me suis vite redirigée. Mais par contre, je trouve que quand même moi, hein, pour coacher des étudiants. Ils sont tous et il y a un vrai marché, c'est que beaucoup d'étudiants veulent faire de la finance. Donc alors peut-être pas les écoles, mais en tout cas oui, c'est une voie vers laquelle ils poussent, contrairement par exemple au métier de sales, donc commercial, où là il y a beaucoup moins d'écoles qui vont pousser à faire ces jobs. La preuve, c'est que moi je savais même pas ce que c'était, et quand tu me disais commercial, j'ai l'impression que c'était la personne qui allait vendre des prospectus, faire du porte-à-porte, des trucs, exactement. Donc moi je pense qu'il y a quand même une certaine tendance, école de commerce égale finance. Why not entrepreneuriat, marketing, enfin t'as des gros pôles, mais t'as pas de... Oh bah les gros c'est finance, marketing, conseil. En vrai c'est les trois gros. Et data puis après... maintenant un peu plus. Ouais. Plus exotique. Mais c'est marrant, tu le dis très bien. En école, par exemple, c'est une école de commerce, mais il n'y a pas de cours de vente a priori. Je sais pas si toi à l'EDEC il y en avait. Non. Pas de cours spécialement de sales. Après peut-être il y a dans des spécialisations, etc. Alors qu'à la base du commerce, c'est apprendre à vendre quand même. Clairement, ça je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que pour moi l'école de commerce, t'apprends pas forcément à être un entrepreneur, on t'apprend pas, et ça, enfin même les bases. Pour moi une école, ça te donne accès à un réseau, et encore, ça te met dans un moule, ça t'apprend des bases, à suivre un certain système. C'est aussi, enfin moi c'est mon opinion, mais et ça je l'ai découvert petit à petit. Mais clairement l'école de commerce te pousse aussi à rentrer dans un certain moule que la société dans laquelle la société te pousse à rentrer. Donc pour moi oui, l'école de commerce ne t'apprend pas à vendre, elle t'apprend pas à te vendre. Il y a encore beaucoup de gens, enfin moi je voyais, j'ai une aisance à l'oral, j'ai beaucoup de défauts, j'ai même beaucoup de défauts de langage également, mais il y a beaucoup de gens qui savent pas se présenter. Il y a des gens qui savent pas se pitcher. Donc ça c'est extrêmement important, et ça on nous l'apprend pas. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait aimé qu'on nous apprenne et qu'on nous a pas appris, clairement. Comment tu l'as appris toi? Typiquement quand j'ai lancé, après moi j'ai toujours une petite aisance à l'oral, mais donc c'est en M&A, il était 4h du matin, j'étais avec du coup mon ancien copain à l'époque, et je lui ai dit putain et tout, je suis fatiguée, c'était un vendredi soir, et il me dit mais franchement lance un truc, lance un business et tout, t'aimes quoi dans la vie? J'ai dit le sport. Il m'a dit ok, lance un truc dans le sport. En fait, c'est à ce moment-là où c'était ma première expérience entrepreneuriale. J'ai commencé un petit peu à créer ce projet de vêtements de sport éco-responsables, Limited. Et en fait, tout simplement, j'ai dû aller contacter des gens pour mes ambassadeurs, pour essayer les prototypes. Donc c'est à ce moment-là en fait que je me suis faite la main, et c'est vraiment la pratique. T'as vu une vraie diff entre le début où t'as commencé à aller démarcher des gens et où t'étais peut-être pas hyper forte, et la fin où tu t'es dit, il y a une vraie diff, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais, alors je pense que la vraie différence, déjà, il y a une différence entre quand tu vends ton produit et quand tu vends celui d'un autre. Quand j'étais en sales chez Databricks, déjà quand tu vends quelque chose, faut croire en le produit pour le vendre, donc c'est la première chose. Et deuxième chose, oui, j'ai vu une énorme différence parce qu'il y a des petites stratégies, tu vois, et le but, je pense, et ça a été ma force, c'est que je suis très à l'écoute de mon prospect ou de la personne que je vais contacter. Je vais lui poser des questions. C'est hyper important de considérer ça comme un échange, une vraie discussion. Et ça, d'ailleurs, je le dis à mes étudiants, quand ils vont dans des événements de networking, n'y allez pas avec des questions Alors, allez-y avec des questions préparées, mais le but, c'est de créer un lien avec la personne. Quand la personne vous fait confiance, vous avez déjà gagné, disons, la plupart, même plus. Ouais. Donc clairement, c'est même pas une stratégie. Moi, c'était assez inné là-dessus. Mais ouais, clairement, tu vois une évolution parce qu'au final, au fur et à mesure, tu comprends les stratégies, tu apprends à t'adapter à la personne que t'as en face. Donc clairement, oui, tu vois une évolution même dans tes messages. Hein. Moi, mes messages à l'époque, je les lis aujourd'hui, je suis en mode merde, mais pourquoi j'ai envoyé ça? Aucun effort. Voilà. Ouais. Si effort, mais trop, du coup. Ouais. Trop formel, trop... On reviendra peut-être sur ce côté-là, de toute façon, parce qu'on va aborder ton métier de sales chez Databricks. On va revenir peut-être à quelque chose de plus chronologique. Ouais, vas-y.
on va commencer par le commencement. Donc les decks, peut-être la prépa, est-ce que tu en parles un petit peu Comment toi, t'as vécu ta prépa? Est-ce que c'était... Alors, c'est toujours le truc que les gens en prépa répondent, c'est « Ah, c'est trop bien, j'ai adoré ». Mais parce que, en fait, le truc, c'est que t'oublies un peu les moments de merde que t'as passés. Moi, je me souviens... en fait, je suis une tarée du travail. Et en fait, quand je suis arrivée en prépa, je me suis dit « Mais en fait, il faut que je bosse jusqu'à 2h du matin ». Je me souviens, mon meilleur ami actuel... lui, il était pas du tout dans ce mindset au début. Il m'a dit Chiara, t'es une tarée. Genre, arrête-toi tout de suite, tu ne vas jamais tenir sur la durée. Donc, en fait, là, d'un point de vue aujourd'hui où je prends un peu de recul, moi, la prépa, ça m'a énormément appris en termes de rigueur. Ça te met encore une fois dans un moule. Puis les gens que j'ai rencontrés, forcément, c'est devenu mes potes aujourd'hui. Enfin, il y en a qui sont entrepreneurs, qui me tirent énormément vers le haut. La prépa, je dirais que ça m'a appris des soft skills. Ouais. Plus que des hard skills, parce que maintenant tu me demandes clairement tu me demandes aujourd'hui de te dire de descendre une intégrale ou un truc comme ça. Oui, je vais pas m'en souvenir, tu vois. Mais par contre la rigueur, la discipline, le fait de devoir faire des sacrifices, savoir dire non, te fixer des objectifs, comment y arriver, tu vois, te mettre des deadlines et tout, ça aujourd'hui ça m'a énormément appris. Ouais, plus en termes d'organisation, rigueur, travail, Clairement. Après, en termes d'expérience, oui, on a tous chialé, on a tous eu des moments où, moi, je me souviens, moi, en plus, j'étais franchement insupportable, je pense. Les gens me supporteraient pas. Et typiquement, ma première note en maths, j'ai eu 4,5. Je suis partie en pleurant. 0,75. Voilà. Bah, moi, je suis rentrée, je suis sortie, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, je quitte tout. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, je vais jamais avoir tu vois, je vais finir dans une école, je vais même pas avoir d'école. Donc j'étais la bonne élève insupportable. Et en fait, ça aussi, c'est très important. Parce que là, tu vois, même d'un point de vue scolaire, ça te met dans un échec. En vrai, tu prends du recul. Ouais, en termes de résilience. Alors, quand j'étais petite, j'étais pas bonne élève. J'étais plutôt classique, quoi. Un petit peu rebelle sur les bords, mais pas grand chose. Et après, petit à petit, je suis devenue très bonne élève, très studieuse. Donc oui. Et après, forcément, en prépa, je me suis fait la gifle de la mauvaise note. Une mauvaise note que je n'avais pas eue depuis belle lurette. Et en fait, en vrai, ça m'a grave appris à prendre du recul. Et au final, on considère ça comme un peu, ça va, c'est rien. Mais franchement, je réfléchis et ça m'a quand même bien appris à me dire, ah ok, mais t'inquiète, c'est qu'une note. Prends du recul, apprends à t'améliorer, c'est pas grave. C'est qu'une note. J'ai l'impression qu'on est tous, on se sent tous isolés d'avoir vécu ce truc-là. J'ai eu je travaillais trop bien au lycée, où c'était facile. J'arrive en prépa, je me prends une claque et je suis le seul, parce que tu regardes autour, t'as l'impression qu'il y a personne. En fait, tu parles avec des gens et t'as l'impression qu'ils ont tous pris la claque. Alors que quand t'es en prépa, je sais pas si c'est en mode compète, les gens le montrent pas, mais moi j'ai l'impression que j'étais le seul à m'être pris la baffe. Moi, ce que je retiens vraiment de ça et ce pourquoi rétrospectivement c'était vraiment une bonne chose, c'est que j'ai pris la claque d'ego dont j'avais besoin, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que lycée et tout, moi j'avais le truc j'avais un peu le connard qui avait des facilités, tu vois. Et donc je travaillais pas beaucoup par contre. Et on me disait chaque année, tu verras l'année prochaine, tu pourras plus, etc. Ouais, clairement. Et chaque année jusqu'au bac, en fait non, c'est passé. Donc quand on m'a dit la même chose pour la prépa, je me suis dit non, la prépa ce sera pareil, arrêtez vos conneries. Et j'arrive, la claque de la mauvaise note. Moi je me souviens, mon premier devoir de maths, le prof il me rend même pas ma copie. En fait, c'était un prof qui savait pas trop se faire respecter. Et je donnerai pas son nom, mais c'est pas bien. J'aimerais bien. On va s'éviter les mises en demeure. Il savait pas trop se faire respecter. Et en fait, à un moment donné, il dit quelque chose et toute la classe rigole, toute. Donc forcément, moi aussi. Et il se retourne, il me prend à partie, il me dit « Alors toi, tu rigoles, tu dégages de mon cours. En plus, j'ai corrigé ta copie, t'as eu la plus mauvaise note que j'ai vue depuis très longtemps. Je vais l'envoyer au directeur, tu verras, ça va te faire les pieds. » Du coup, il me vire de la classe devant tout le monde. Il me dit, en plus il dit la note, il me dit « T'as eu 0,75. » Donc quand tu te prends des claques comme ça, franchement, je trouve que ça forge. Et autre chose sur la prépa, je trouve que c'est assez bizarre. Et pour moi, c'est comme un peu le jeu de la vie, mais à miniature. Parce qu'en fait, t'es dans un concours, et justement, t'as une dynamique de compétition. Et dans la vie, c'est un peu pareil quand tu veux, en tout cas, t'élever, que ce soit socialement, ou etc., ou même gagner ta vie, atteindre certaines positions. Et je trouve qu'en prépa, il y a un concours, et durant le concours, il y a de la possibilité à la chance, à justement au déconvenu, aux choses. Il y a plein d'aléas, au final, des facteurs externes, clairement. Et je trouve que ça reste, on tire beaucoup sur la prépa, etc., compétition, c'est toxique et tout. Je trouve que ça reste quelque chose
qui te met à un certain niveau intellectuel. Oui, clairement. Je pense que t'as jamais été... Et de compétition. Ouais, clairement. En tout cas, d'emmagasinement d'informations, je pense qu'il n'y a jamais eu un moment où tu l'as plus été. Et aussi, petite chose qui est intéressante dans la prépa, moi, ça m'a énormément aidé à prendre du recul, dans la mesure où les très bons élèves, les élèves les plus brillants, c'est pas ceux, et j'en parlais d'ailleurs avec Timothée Moirot hier, les meilleurs élèves, ce sont pas forcément ceux qui font de grandes choses. Ouais. Moi, j'ai vu à l'EDEC, en vrai, je vais pas mentir, ceux qui avaient les meilleures notes, ce ne sont pas ceux qui ont eu les meilleurs stages ou qui aujourd'hui ont les meilleures carrières, clairement. Donc, je pense que la prépa, c'est bien aussi pour les petits bons élèves comme moi. Hop, une petite gifle et te dire, mais en fait, c'est qu'une note. Il y a tellement d'autres choses qui vont faire que tu vas être meilleur que les autres après. Donc clairement, c'est important, je trouve, important, c'est ça qui t'apprend. Ce que j'ai kiffé aussi, c'est le côté stratégie. C'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'en fait, t'es pas assez bon et tu travailles pas assez, que t'en as d'autres qui travaillent ou qui sont naturellement meilleurs que toi, c'est ok, c'est un concours, il y a un résultat à obtenir, comment tu vas faire pour créer un plan ou une stratégie, justement, pour obtenir une bonne note dans telle matière alors que t'es pas bon ou que j'ai des points au concours, etc. Voilà. Ouais. C'était une bonne expérience, moi, je trouve. Parce que c'est là que je t'ai rencontré. Les déclarations d'amour comme ça, vous voyez, c'est ça aussi trade. C'est de l'amour fraternel. Je t'avais dit que je t'en ferais une un jour. Donc du coup, prépa, derrière, EDEC, sans transition. Ouais. EDEC. Et quand t'arrives en EDEC, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Initialement, plutôt entrepreneuriat. Même pas. Ouais, c'était ce que entrepreneuriat. Moi, je suis en mode, je veux créer un truc, je veux créer une start-up, mais... Enfin, j'étais la petite meuf de fin de prépa, t'es perdue, t'arrives en école, ils te larguent dans les assos, tu fais la fête tous les jours. Enfin, moi, je pense que et Dieu merci, je pratiquais encore l'équitation, donc j'y allais tous les jours. Mais franchement, je sortais tous les soirs, je me suis dit, mais je sais pas ce que je vais faire. Tu sais, tu t'amuses, t'as un peu toute la pression de la prépa, donc tu fais un peu n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi, Kira? T'entends pas quoi par n'importe quoi, on va pas te divulguer. Non, mais si tu sors, tu es en soirée, tu bois, etc. T'es une grosse fêtarde de base? Alors, moi, je dors pas beaucoup. Je suis hyper active, donc je dors pas beaucoup. Donc, j'ai cette chance de pouvoir sortir de ouf et pas trop dormir. Et donc, après, être assez efficace. Mais ouais, je suis une grosse fêtarde. Enfin, je suis motivée pour tout, quoi. Tu dors combien d'heures par nuit, en général? Alors, pour être en forme, il me faut 5-6 heures. Putain, c'est pas beaucoup. Ok, et en moyenne, tu dors combien d'heures par nuit? Le week-end, 4 par nuit. Okay. En moyenne, sinon la semaine j'essaye, là je me suis mis un objectif, c'est d'atteindre les 7 heures par nuit. Okay. Tu te reposes quand? Bonne question. Non, mais parce que les gens ils vont dire ouais mais c'est impossible, en fait j'aimerais bien, mais tu sais tu le sens après un petit peu, mais oui j'essaye de poser le truc, je fais des siestes stratégiques entre midi et 2, de 15 minutes. Des power naps. Des power naps. Tu arrives? De 15 minutes, ouais. Ouais. Okay. Ouais. Mais voilà, sinon après j'essaye quand même. Je me repose en fait dans le sport, dans la lecture, des trucs comme ça. C'est plus mon type de repos, on va dire. Okay. Et c'est plus, c'est inhérent à ta physiologie le fait que tu dormes peu, ou bien c'est quelque chose que tu t'imposes ou que t'aimes ou. Alors ouais non c'est pas quelque chose que je m'impose parce que clairement c'est, j'aimerais dormir plus, clairement. Alors je peux dormir à 8 heures, y a pas de souci. Mais c'est juste qu'en fait j'ai toujours été habituée à me lever tôt. J'ai été hyper active, donc j'ai toujours l'habitude de faire plein de trucs, et donc ce qui fait que je dors pas beaucoup, quoi. Donc maintenant c'est plus devenu une habitude. Peut-être quand je serai vieille, je dormirai plus. Ok. On verra. Ok. Donc du coup à l'EDEC, tu fais que des soirées. Pas de questions. Beaucoup de sport aussi. Beaucoup de sport. Oui, c'est vrai que tu nous as dit que tu avais fait d'équitation en compétition. Ouais. T'en as fait combien de temps? J'ai commencé, pour la première fois que je suis montée sur un poney, c'était quand j'avais 18 mois. Putain, c'est tôt. Au parc, c'était à Nice, dans le sud, je sais plus, un parc, tu sais, les chevaux. Petit poney, là. Et j'ai continué, après, j'ai commencé les compétitions, j'avais 6 ans. J'ai eu mon premier cheval quand j'en avais 12. Mm-hmm. J'ai fait les championnats de France quand j'étais en seconde. Et après, j'ai continué jusqu'à ma prépa, et après, j'ai dû arrêter par choix, quoi. C'était dur d'arrêter? Ouais, en vrai, de ouf. Et encore aujourd'hui, je sens que ça me manque énormément et que j'ai toujours pas trouvé de sport à la hauteur, en tout cas, de ce que l'équitation a pu m'apporter, quoi. Et t'aimerais reprendre un jour? Oui, alors après, j'ai un esprit très compétitif. Donc, comme j'ai fait de l'équitation haut niveau
Et en compétition, aujourd'hui, si tu me dis, bah vas-y, va monter vite fait comme ça m'intéresse pas. Mais je pense que oui, en tout cas, je reprendrai un jour, du moins pour le loisir. Juste voilà, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai clairement pas le temps, donc par choix, je ne le fais pas parce que j'aime pas mal faire les choses, tout simplement. Qu'est-ce que t'aimes dans la compétition ? Est-ce que c'est le fait de gagner, d'être meilleur que les autres, ou est-ce que c'est plus un personnel ? Alors, franchement, alors oui, bien sûr, j'ai cette ambition de vouloir être meilleur que les autres. Par contre, j'ai pas, je pense, au côté malsain dans la mesure où moi, je sais que j'adore m'inspirer des meilleurs. C'est-à-dire que demain, moi, par exemple, mon meilleur ami, qui est fondateur de Mysteria, il est meilleur que moi, il est brillant, il m'a inculqué énormément de choses, même pour mon business. Enfin, c'est même lui qui m'a énormément poussé. Donc j'ai ce truc de compétition dans le sens où je me dis, ok, je veux être comme eux, je veux être aussi forte ou en tout cas même meilleure. Mais ça, moi, les gens qui disent j'ai besoin de personne pour réussir, je trouve ça faux, je trouve ça une grosse connerie. Donc je suis pas d'accord avec ça. Après, chacun a sa vision des choses. Et oui, forcément, j'aime bien gagner, mais c'est vraiment l'adrénaline que ça va me procurer, l'effort dans lequel je vais me mettre et surtout me fixer un objectif. Clairement, moi, c'est ce qui c'est le challenge. Et dans tout, que ce soit dans la négociation, dans mes relations, dans tout ce que tu veux, j'aime bien me mettre un challenge, quoi. T'es mauvaise perdante? Alors, jeu de société, oui, je pense, parce que je repense à mes potes et je pète des câbles à chaque fois, mais pas. Enfin, en fait, je trouve que mauvaise perdante, enfin pas dans ma vie en règle générale, parce que je considère que si j'ai échoué, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et je vais juste me concentrer, et c'est pas bullshit. Je vais me dire ok, non parce que sinon les gens disent ouais c'est du bullshit. Je vais juste me dire ok, pourquoi t'as échoué, pourquoi t'as pas été meilleur que les autres, et juste je prends ça comme un moyen de me dire ok, la prochaine fois je ferai mieux, et juste je réponds au pourquoi. Tout simplement. Ok. Donc là, on était sur EDEC. Tu m'as dit que tu commences, soirée, tu fais du sport, etc. À quel moment il y a le basculement ? À quel moment il y a ce changement de... Ok, je vais commencer à me dire, je retourne en prépa, limite. Ouais. Finance. Du coup, c'est vrai que moi, c'était plus par rapport à mes potes. Aussi, tu vois, on commence un petit peu à en parler, de la finance, cursus à Nice. Moi, les decks, à Lille, ok. Mais moi, au bout d'un moment, faire des soirées tous les soirs, ça me saoulait de fou. Je pense que autour de janvier, j'en arrive à une saturation un petit peu. Ouais. Je me dis, en vrai, la finance, c'est cool. Ça va t'ouvrir plein de portes. Moi, le marketing, ça m'intéresse pas. Je bosser dans des maisons de luxe, non merci. Enfin, ça m'intéresse pas non plus. Qu'est-ce qui t'intéresse pas là-dedans ? J'aime bien la mode et tout, mais le marketing, tu sais, peut-être c'est le mot un peu, mais ça franchement, faire des bullshit un peu. Ouais, et puis même, tu sais, pour moi, marketing, c'était égal à faire de la pub, la com et tout. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Et en vrai, je me suis dit, la finance, t'as un peu ce côté un peu maths, strat, côté commercial. Bon, tu bosses dans des banques, c'est stylé. J'avais un petit peu échangé avec des gens, donc je me suis dit, ok, va dans la finance. J'obtiens de façon complètement, j'étais à la cantine. Et là, pour mon premier stage de 3 mois, j'avais foutu mon CV sur LinkedIn. Il était horrible, mais horrible. Et franchement, quand je le montre à mes étudiants, je leur dis, mais vous inquiétez pas. Faut pas faire. Il n'y a pas de problème. Regardez, moi, je suis partie de très loin. Une agence qui m'appelle en mode dans le sud. Ouais, on veut bien vous prendre en stage. J'y suis allée. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, allez, let's go, je vais en finance. Et je savais qu'à Nice, de toute façon, je suis de là-bas. Donc, j'allais voir la mer et tout. C'était cool. Il y avait mes potes qui allaient aussi. Le cadre était beaucoup mieux qu'à Lille, clairement, on va pas se mentir. C'était chez qui, tu peux dire ? Le premier oui, bien sûr. Alors moi, j'ai eu de la chance, Crédit Agricole. Donc de base, c'était une agence. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Je pensais qu'en agence, j'allais faire des trucs intéressants. Et là, je commence à voir, j'avais rien à faire et tout. Je dis non, mais moi, les gars, je veux faire du M&A. Je veux faire de la banque d'investissement. Et du coup, en fait, je suis allée voir le directeur. Et je lui ai dit, moi, je comprends pas trop. C'est pas ça, en fait, la banque. C'est ça, finance. Et il m'a dit, non, mais toi, tu veux faire de la banque d'investissement. Donc, en fait, ils m'ont transféré dans la banque d'investissement pour les petites ETI et PME à Saint-Laurent-du-Var. Donc là, j'ai commencé à avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc, j'étais chargée d'affaires pour les petites PME et ETI de la région PACA. Ok, je trouve ça stylé parce que je suis sûr que t'as énormément de personnes qui se seraient juste dit, ok, je suis arrivé dans un stage, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais bon, je vais subir, quoi. Ouais, c'est ouf. Du coup, je préparais pas mal mes springs à ce moment-là, les petits stages. Là, je me suis dit, bon, vas-y, prépare ton truc. Comme je savais que la préparation pour accéder à ce genre de poste était quand même assez compliquée, qu'il fallait beaucoup de travail, j'en profitais aussi. Et je me suis dit, moi, sur mon CV, j'ai pas envie d'avoir chargé de clientèle. Ouais. Non pas que ce soit pas un métier
cool, mais juste c'était pas ce que je voulais faire. C'est pas aligné avec tes objectifs, donc ça sert à rien. Donc j'ai dit, je vais tenter, en vrai, j'ai rien à perdre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process de recrutement, préparation pour intégrer M&A, donc Spring, Summer, tous ces trucs-là? Là, je pourrais parler pendant des heures et des heures, mais... On n'en a pas. Voilà, exactement. Donc, je vais essayer d'être concise. Typiquement, déjà, faut s'y prendre entre 8 mois et 1 an en avance. Ok. Faut prendre. Alors après, tout dépend de ton école. Faut quand même, en fonction de ton école et ta position, viser les bonnes structures. Parce que oui, le plus dur, c'est le premier stage de 6 mois. Donc toujours s'y prendre entre 8 mois et 1 an en avance. Bien networker, donc contacter des gens. Si tu attends que l'offre sorte, ça ne servira à rien. Tu n'auras soit pas de retour, soit un retour négatif. Se préparer sur la technique, passer des entretiens blancs, donc s'entraîner aussi entre collègues. Moi, j'étais avec mes potes en coloc, on s'entraînait tout le temps. Et ensuite, bien évidemment, faire passer ton CV, ça passe par le networking. Donc voilà, après tu passes tes entretiens, il faut en passer énormément avant de réussir forcément. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles stratégies qui font que tu peux accélérer tout ça. Mais voilà, si t'as pas d'aide, en effet, faut mettre tout ce processus en place, du moins toutes ces étapes-là. Et forcément, première étape, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, on revoit bien le CV à fond, parce que c'est la première impression qu'on va avoir quand on va recevoir ton CV. Justement, on parle de M&A. Il me semble qu'il y a différents parcours en M&A. Il y a de la finance corporate, il y a de la finance de marché. Toi, t'es allé dans la finance corporate, du coup. Tu saurais expliquer c'est quoi la différence ? Du coup, M&A, finance d'entreprise, c'est tout ce qui concerne le monde des entreprises. D'accord. Finance, marché aussi, mais marché, c'est beaucoup plus relié aux actions. Tu vois, donc aux actions, au trading, t'es derrière un ordi. Là, en vrai, en corpo, tu bosses directement avec la stratégie des entreprises, leur croissance externe, leur croissance organique. Donc t'as vraiment, tu bosses avec les entreprises directement et autour de la stratégie. Finance de marché, c'est tout ce qui est relié aux actions, aux produits financiers. Et toi, ça t'intéressait pas, marché ? Au début, je voulais grave faire trader informatique quand j'étais plus petite, au lycée. En fait, je comprenais rien. On va pas se mentir, je comprenais rien et j'arrivais pas à trouver le côté intéressant. Alors qu'au final, aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Comprendre comment fonctionne le marché, les différentes actions, les investissements en bourse, c'est cool. Mais franchement, je me rappelle, j'étais à l'EDEC, on avait des partiels de marché, je comprenais rien. Et là, avec mon pote qui est aussi en M&A, on appelle notre autre coloc qui lui était en soirée, on lui dit allô gros, genre juste tu peux m'expliquer ce que c'est un bond? Et un bond, c'est le truc classique de base. Le lendemain, j'avais partiel. Je me suis dit non mais c'est pas fait pour moi de toute façon. Moi j'ai une question. Je trouve que M&A, moi ça m'intéresse un petit peu quand j'étais en école. On en parle beaucoup et il y a de l'argent, donc ça m'intéressait. Sauf que j'ai toujours trouvé ça très flou. On dit, M&A, en gros, c'est fusion-acquisition. Donc, tu vas accompagner des entreprises, quand tu es dans la partie corporate, qui vont avoir des opérations de rachat, de fusion, de cession. Mais concrètement, tu fais quoi, en fait ? C'est quoi, concrètement, le M&A ? Surtout qu'il y a plusieurs choses dedans. J'ai vu, il y en a qui font la due diligence sur la... CTS, Ouais, ok. T'en as... Transaction service. Je vais te laisser... Mais le M&A, disons que ça couvre... tu pars de l'origination, donc du pitch. D'accord. Donc, je vais te prendre, par exemple, le deal sur lequel j'avais bossé, très classique, tout le monde connaît, LVMH Tiffany. J'étais chez Citi, on a conseillé LVMH. Donc, au début, tu dois pitcher... la boîte. C'est-à-dire que la banque, elle va se retrouver face à Goldman, Morgan Stanley, Citi, JP. Faut que chacune des banques convainque, ils peuvent en avoir plusieurs d'advisors, mais on doit convaincre LVMH qu'on est la meilleure banque pour pouvoir les accompagner dans sa stratégie de croissance externe. Du coup, c'est ce qui concerne l'acquisition. Donc voilà, donc tu pars du pitch, de l'origination, et en fait, tu vas tout simplement les suivre tout le long. Tu vas leur dire voilà les acquéreurs potentiels. On te conseille à quel prix tu vas devoir racheter cette boîte-là. Donc on les suit en fait dans toute leur stratégie d'acquisition. Et donc ça part du début du pitch, quand ils te choisissent, tu leur présentes les différents acquéreurs, tu valorises l'entreprise pour leur dire voilà à quel prix tu vas devoir la racheter. T'as aussi la partie légale qui est très importante, il y a les avocats qui interviennent, la due diligence aussi forcément, la partie TS, donc t'as toute la partie comptabilité, valorisation de l'entreprise, quand les deux entreprises vont fusionner, quelle sera la valorisation, la gestion de toutes les actions, des dividendes, donc voilà, tout simplement. Et tu suis vraiment de A à Z tout le process. Après, je pense que par rapport à ceux qui nous regardent, quand t'es stagiaire ou analyste, les tâches sont extrêmement classiques, quoi. Justement, on va y venir. Donc, Crédit Agricole, tu réussis à avoir un taf qui est un peu plus aligné avec ce que tu voulais faire. Ça dure 6 mois, du coup ?
Non, pas du tout. C'est mon premier stage de L3, donc 2 mois, quoi. D'accord, 2 mois. Et donc après ça, tu sors de là, comment tu te sens après cette première expérience? Puisque tu n'as pas eu le temps de travailler beaucoup dans ce que tu voulais vraiment. Bah, en fait, je savais, quoi qu'il arrive, je m'étais mis comme objectif, puisque je vois toujours très long terme. Je veux faire du M&A, donc maintenant tu vas préparer les Spring et ton premier stage de césure. D'accord, ok. Donc là, tu as commencé à te renseigner du coup sur les Spring, comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'étais bien renseignée parce que j'ai commencé avant de trouver mon stage, de commencer mon stage de L3. Mais du coup, je commence à préparer mes Spring. Je participe à un événement à Londres de SEO London où là, je rencontre plein de gens au Royaume-Uni. Et là, je me dis, en fait, putain, ils sont hyper avancés par rapport à nous. Dans la finance, ils sont hyper renseignés. Ouais. Ils connaissent les process. Ils me parlent de higher view, de tests en ligne. Moi, je dis, mais putain, mais de quoi ils me parlent? Genre, je sais pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à eux, au final, que nous, on était en retard. Et en fait, on avait créé un groupe WhatsApp avec tous ces étudiants-là et on s'était aidés comme ça donc pour préparer les summers. Et ensuite, petit à petit, j'avais commencé aussi à préparer mon stage de 6 mois que j'ai commencé en juillet d'après. En plus, il y avait le Covid avant, donc c'était parfait. J'avais tout mon temps, quoi. T'avais une boîte en tête à ce moment-là? Parce que comme tu dis que tu te projetais, tu voyais long terme. J'avais juste checké sur internet boutique mid-cap parce qu'on m'a dit voilà, tu sais, tu connais les gros trucs mais tu sais très bien que ça va être compliqué d'y accéder au début, donc j'avais juste cherché boutique mid-cap. J'avais postulé aussi au bulge bracket, enfin les grosses banques. J'avais postulé uniquement pour les Spring parce que parfois tu peux pas faire 2 candidatures. Du coup j'avais tapé boutique mid-cap Paris et j'avais postulé à toutes celles-ci. D'accord, mais il y avait pas une boîte qui te faisait rêver, genre? Oui, forcément. Moi, je voulais les JP, Morgan. Dire petite anecdote, quand j'avais postulé au Spring, j'avais l'offre de Blackstone et BlackRock. Donc Blackstone, c'est un des plus gros fonds de PE au monde. J'ai quand même refusé parce que je voulais faire du M&A. Et j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Genre vraiment, je me suis dit putain, fait chier quoi. Tu penses que ça a été une erreur ou pas du tout? Non, c'est le destin. Moi, je crois au destin. Si j'ai dit non à ce moment-là, c'est pas grave. Tu vois, au final, aujourd'hui, j'ai arrêté. Enfin, j'ai monté ma boîte. Donc. Ouais. Tu dis que tu t'as dit non parce que vraiment dans ta tête c'était M&A ou rien. Ouais, et je vois plein d'étudiants sont comme ça. Moi, j'ai une fille que je connais que j'ai un petit peu aidée. Elle fait son premier stage chez Rothschild, trop forte en M&A. Et je lui dis, deuxième stage de césure, vise du PE. Elle me dit, non, moi, je veux faire du M&A. Je dis, non, mais réfléchis, parce que j'étais comme ça. Et en fait, il y en a plein qui sont matrixés par le M&A, et du coup, qui veulent faire que du M&A. Pourquoi, d'après toi? C'est juste la stratégie parce qu'ils se disent que ça va leur ouvrir plus de portes? En vrai, je pense que parce qu'on nous parle tellement de M&A, on te dit, le PE, enfin, le private equity, c'est compliqué de convertir en CDI, donc fais d'abord du M&A. C'est un petit peu ce qu'on te dit on te baratine un petit peu ça, tu vois. Donc je pense qu'au final, tu sais, t'es étudiante, tu connais rien, tu suis ce qu'on te dit un peu. Donc c'est plus facile potentiellement de ce qu'on dit de convertir et d'avoir un CDI en PE, en private equity, après avoir fait du M&A que après avoir fait du private equity. Mais en fait, le problème, c'est que les fonds, si tu fais un stage en private equity, il y a très peu de fonds qui convertissent et qui te proposent une offre de CDI. D'accord. Généralement, les profils qu'ils vont rechercher, ce sont des gens qui... Alors, il y en a des Ardian, des Kinsight, des Move Capital, des Blackfin qui convertissent ton stage de fin d'études en CDI. Mais la plupart des fonds de PE vont recruter des profils donc plus asso, donc plus seniors, qui ont déjà fait du M&A. Ok. Et est-ce que c'est vrai, du coup, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de deals en M&A et donc on recrute beaucoup moins en CDI. Je dis ça parce que je suis allé pas longtemps il y avait la cérémonie de remise de diplôme de l'EM Lyon et on a croisé quelqu'un qui avait pas fini du coup et qui était avec nous en première année et tout, et on lui dit comment ça se passe et tout, il nous dit finance, mais j'ai du mal à trouver un taf et des propositions parce que CDI c'est chaud. Ouais. Oui, clairement, c'est parce que donc en 2001, suite au Covid, une des meilleures années du M&A. Ouais. De très gros deals, les banques font leurs meilleurs résultats, donc beaucoup de recrutement. Moi je me souviens en summer, on était 6, il y en a eu 4 qui ont reçu l'offre, et les analystes on était donc 5, il y en a eu 4 qui ont reçu, et en fait après forcément il y a une baisse du marché, on le constate, donc moins de deals. Et là, moi, justement, quand j'étais chez Crédit Suisse, j'ai assisté, vraiment, j'avais l'impression d'être en 2008. Enfin, j'ai pas assisté à 2008, mais c'est ce qu'on m'a dit. Vraiment, j'ai vu les gens se faire virer. Ouais. Mais en masse. Et moi, j'étais à Londres. Donc, forcément, à Londres, contrairement à Paris, on est beaucoup moins protégés. Moi, j'ai vu des gens qui étaient dans mon équipe se faire virer, quoi. Du jour au lendemain. Ah ouais. Et ils te virent, c'est pas...
tu reçois un coup de fil, tu montes au 7e étage, enfin chez Crédit Suisse c'était au 7e, tu montes au 7e étage, tu signes un papier, tu redescends plus. Ah ouais, comme dans les films. Ouais, comme dans les films, tout, ouais. Exactement. Donc moi j'ai vu des collègues à moi se faire virer, c'était pas facile, ouais. Donc tu dirais que c'est une bonne stratégie quand tu veux t'élever et aller dans le M&A vraiment, de partir à Londres, parce qu'on a reçu justement Cher, qui lui avait fait le SCP et qui du coup il avait un parcours finance à l'origine. Ouais. Et il était justement allé à Londres justement pour se préparer, etc. Parce qu'il savait qu'au niveau du CV, en plus il y avait un campus de l'SCP à Londres, donc ouais, tu dirais que c'est une bonne stratégie. Pour la finance, tu veux dire? Ouais, pour le M&A. Bah moi j'ai trop kiffé. Genre c'est plus dur aujourd'hui parce que y a le Brexit, etc. Et forcément il y a moins de postes aussi. Et oui, pour rebondir sur ta question, il y a beaucoup moins de postes d'ailleurs ouverts, que ce soit en stage ou même en analyste ou autre. Mais typiquement Londres vs Paris, 100% Londres. En termes de culture, en termes de mindset, en termes de ville, force Londres comparé à Paris. Ah ouais. Désolé pour les Parisiens. Et oui, clairement pour ta carrière, surtout en finance, c'est ouf. Là-bas, t'as vraiment cette culture-là. De la semaine, tu bosses à fond. Tout le monde, la plupart font de la finance. Tu te crées un réseau de malades. Forcément, il y a les meilleurs banquiers. Enfin, pour moi, Londres, c'est le hub financier de Europe. Non, parce que c'est plus dans l'Europe, mais voilà. C'est la première personne avec qui je parle qui me dit qu'elle a apprécié son expérience à Londres. J'avoue, il y en a peu. Parce que justement, au début, je voulais tout le temps rentrer à Paris. Si t'as ta vie un peu perso à Paris, tu vas toujours vouloir rentrer à Paris. Moi, au début, j'étais en mode je veux rentrer à Paris, alors que de base, j'aime pas Paris. J'aime pas trop Paris. Je voulais toujours rentrer à Paris. Et en fait, quelqu'un m'a dit reste-y un peu et tu verras. Je suis restée. Je me suis forcée à rester les week-ends. Je me suis fait des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui, mes meilleurs potes. Et j'ai trop kiffé. Ok. Les gens sont dynamiques. On sortait le week-end, on fait plein de trucs. Tout le monde est toujours chaud, mais Paris non plus. Et d'ailleurs, petite statistique, il pleut plus à Paris qu'à Londres. Ça sera fact-checké ça. Hein. Attention. Allez-y, checkez, je vous en prie. On vérifiera ça. Ok. Ouais. Du coup, t'as fait ton premier stage, ton deuxième stage à Londres. Non, directement. ça c'est mon summer. C'est ton summer. J'ai fait mes 2 stages de césure à Paris. Ouais. Et après, j'ai eu mon summer. Enfin, j'avais fait des springs avant, mais c'est quelques jours, donc c'est pas grand-chose. Et après, j'ai fait mon summer à Londres. C'était pendant le Covid, donc j'ai fait en télétravail. C'était une horreur. Tu peux donner le nom des... Ouais, bien sûr. Premier stage donc chez Brian Garnier dans une boutique mid-cap à Paris. Deuxième stage chez Citigroup à Paris, donc large cap. Summer chez Crédit Suisse. J'obtiens l'offre de CDI chez Citi et Crédit Suisse, mais moi je voulais Londres. Et je voulais bosser dans le vertical consumer retail, donc tout ce qui était luxe aussi, mode, voilà. Donc je pars à Londres l'année d'après pour commencer mon CDI chez Crédit Suisse. Ok. Du coup, le parcours classique en termes de stage, c'est quoi? C'est de faire 3 stages en M&A, un spring, un summer, c'est quoi? Ouais, alors moi je recommande vraiment à tout le monde, à tous les étudiants, je leur dis tout le temps, je sais que l'alternance c'est cool, enfin en termes d'un point de vue financier, mais franchement si vous voulez faire du M&A, faites 2 fois 6 mois de stage. Obligatoire. Okay. Alors oui, après il faut postuler en spring et en summer, mais après c'est des programmes qui sont assez particuliers. Il y a aussi un gros facteur chance. Donc faut tester, mais voilà, c'est pas quelque chose d'assuré. Et pourquoi pas ensuite, s'il y a pas de summer à la clé, faire un stage de fin d'études que tu convertis ensuite. Et c'est impossible d'intégrer une banque d'affaires en M&A sans avoir fait de spring ou de summer? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu fais 2 fois 6 mois de stage de fin d'études. Et après, si t'es bon, normalement, voilà, tu intègres tu peux convertir 100%, ouais. Même dans les top banques? Ouais, franchement, Citi, par exemple, il m'avait proposé. Moi, j'ai des potes à moi qui ont fait leur stage chez JP et qui ont converti. Des gens qui ont fait leur stage chez Alantra, une très bonne boutique upper mid, qui ont converti aussi. Chez Brian Garnier, pareil. Donc, oui, largement. Ok. Rétrospectivement, tu dirais, du coup, vis-à-vis de tes stages, comment tu fais pour te différencier, pour construire ton parcours dans la finance M&A? Est-ce que tu as des points clés précis? Alors, c'est vrai que... Ouais, pendant le stage, tu veux dire? Par exemple, pour obtenir, dans un premier temps, ses premiers stages. Ah oui. Je pense que déjà, pour obtenir ces stages-là, forcément, il faut de la proactivité. C'est-à-dire que moi, je passais mes journées et il y avait des moments où je ne sortais pas. J'étais passée de l'autre côté, encore une fois, où en fait, j'étais juste en train de bosser, j'envoyais des tonnes et des tonnes de messages. Et en fait, dès que quelqu'un me répondait sur LinkedIn, hop, je prenais un call et la personne faisait passer mon CV. Déjà, première chose. Deuxième chose, quand j'obtenais le call,
Le but, c'est de faire passer mon CV. Donc, il a été passé. J'avais l'entretien. Donc, je m'étais énormément préparée. Enfin, franchement, je m'étais bien préparée. Mais avant de réussir, je me souviens, j'avais passé une 20aine d'entretiens avant d'obtenir une offre. Parce que tu sais pas ce qui est attendu en entretien. Donc, tu vas un peu en fonction de ce que tu as vu dans les documents que tu as à disposition. Après, ce qui est très important et à pas négliger, c'est le fit. Les questions de personnalité, où tu montres ta personnalité, c'est hyper important. Un mec en M&A qui est face à toi et qui t'interviewe, faut pas croire que il veut que tu parles de façon très soutenue et que tu parles uniquement de finance. Ouais. Un mec qui dit je suis passionné par le M&A sans en avoir fait, c'est un non catégorique. Moi, à 4h du matin, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui soit sympa, on peut parler d'autres choses et demain, je peux aller boire un verre avec lui et ça va être sympa. Un mec qui me dit je suis passionné par le M&A sans en avoir fait, c'est pas un bon candidat. Et c'est donc possible même d'être passionné par le M&A? Même en ayant Alors, j'en ai vu peu, mais j'en ai vu, en toute honnêteté. Alors, est-ce que c'est du déni ou pas? Je ne sais pas. Moi, je pourrais parler de mon expérience quand je suis partie. Donc, j'ai démissionné de Crédit Suisse. Je vais voir ma MD, donc ma managing director avec qui j'avais bossé sur un très gros deal. J'étais très proche d'elle et je lui ai dit, je suis désolée, je pars et tout. J'étais un peu triste. Et elle me dit, mais Chiara, en vrai, moi, mon rêve, c'était de monter ma boîte et t'as grave raison. Lance-toi, tu vois. Et mon autre MD me dit pareil. Donc, en vrai... Il n'y a pas de passion pour le M&A, je pense, mais c'est une sécurité pour beaucoup. Et quand tu tombes un petit peu dans ce cercle-là où chaque année, t'es promu, chaque année, tu gagnes de plus en plus, tu sais que tu retrouveras pas de métier qui te paye autant. Et en plus de ça, tu sais, quand t'as 30 ans, tu commences à faire un crédit, à avoir une famille et que tu dois subvenir à leurs besoins, c'est compliqué de partir de là, quoi. On a les mêmes discussions avec les gens qui font du conseil, principalement, pareil avec Cher qui est un M&A, c'est à chaque fois ce truc qui ressort de tu te retrouves vite bloqué par les salaires, les carottes et tout. Aux gens exactement. Aux gens que j'accompagne, aux gens que je prends en consultation et qui se disent j'aimerais bien lancer ma boîte, mais plus tard, après, quand j'aurai plus 30 ans, etc. Ce que je leur explique souvent, c'est que, mais il faut avoir conscience que quand tu rentres dans la vie active, quand tu rentres en CDI, à partir de ce moment-là, tu as quelque chose à perdre. C'est-à-dire tu as une sécurité, comme tu l'as dit, et surtout quand tu es dans des hautes sphères comme ça, avec le salaire qui augmente, etc., souvent, ton niveau de vie augmente en même temps. Ouais. Donc, c'est compliqué de revenir en dessous. Et toi, tu as eu la force, du coup, de te dire... Ouais, alors, je suis d'accord avec ça, mais après, je pense qu'il faut prendre ce risque-là quand tu as quand même les idées bien en place. Ouais, bien sûr. Il faut quand même, moi, typiquement, quand j'ai quitté Crédit Suisse, j'avais déjà une offre pour juillet d'après en PE. J'avais déjà un autre taf en sales qui me permettait d'avoir mon side business. Donc, tout était un petit peu calculé. D'accord. Dire à quelqu'un, monte ta boîte, mais alors, t'as pas forcément d'idée, ou tu sais pas trop, j'irai pas jusque-là parce que malgré tout, le CDI et moi, le M&A, ça m'a apporté un réseau et une crédibilité surtout. Demain, je veux lever des fonds, j'ai des contacts, j'ai un carnet d'adresses et surtout, j'ai la crédibilité sur mon CV. Par contre, oui, en effet, les personnes qui veulent, qui restent dans le salariat pendant des années et qui veulent avoir une famille et qui, quand ils ont une famille, disent je veux monter ma boîte. Oui, là c'est compliqué à ce moment-là parce que tu peux plus prendre le risque. Il y a pas que, en fait, quand t'es tout seul, quand t'es en école, la seule personne que t'as à charge, c'est toi-même. Ouais, il faut un certain pragmatisme. C'est pas genre j'envoie tout valser du jour au lendemain, mais en fait je sais pas où. Non, comme toi tu l'as dit. Bien sûr. Toi t'avais un plan. Oui. Tu t'es dit au pire qu'est-ce qui se passe? Au pire je retourne là, au pir je fais ça. Ouais, c'est ça. Et voilà quoi. Tu peux toujours tourner en arrière, dans le sens où en M&A, en finance, tu vois, moi j'avais déjà fait 1 an et demi, un an de CDI, 2 ans et demi 2 ans en tout, donc 2 ans et demi en tout. Et en fait j'avais déjà la crédibilité et encore aujourd'hui je me fais démarcher pour retourner en M&A. Mais en fait ce qui est cool, c'est que quand t'as fait un petit peu d'expérience, t'as gagné en crédibilité, tu peux prendre le risque et au pire tu peux retourner en arrière. Par contre si tu commences à créer, après de toute façon quand tu crées une boîte t'as quand même une crédibilité. Genre tu vois, tu peux montrer que t'as eu la force de monter quelque chose, enfin tu sais l'idée, une équipe potentiellement, tu sais vendre un produit ou un service, t'as des skills qu'on va apprécier. Quelqu'un qui serait au début de sa carrière, donc en début d'école, etc., qui aurait très envie de se lancer en entrepreneuriat, qui aurait même une idée de boîte vraiment concrète, etc., mais qui aurait peur pour sa sécurité, qui se dirait est-ce qu'il faudrait pas que justement j'aille voir d'abord si je peux me construire une sécurité, justement le réseau dont tu parles, etc., avant de lancer ma boîte? Est-ce qu'en termes de stratégie de carrière, ce serait une connerie à ce moment-là? Bien sûr, si le projet est clair, etc., qu'est-ce que tu dis? Alors moi je pense que si le projet est clair, déjà c'est de bien s'entourer.
Donc moi à sa place, ce que j'aurais fait, c'est typiquement leverager l'incubateur de l'école, aller contacter des investisseurs, aller contacter des personnes, des entrepreneurs qui en fait ont lancé leur boîte et avoir des feedbacks. Moi c'est un petit peu ce qui m'a d'ailleurs aidé à switcher et à abandonner mon premier projet entrepreneurial. Donc ça déjà. Et se lancer au début, tu sais, si tu vois que ton idée elle est carrée, que tu as échangé avec les bonnes personnes, que tu as eu un bon feedback, à ce moment-là prends le risque au début. Ou bien tu fais comme moi, un peu plus dans la sécurité, tu trouves un job qui te laisse le temps de développer ce projet. Tout dépend du projet. Si c'est un side business ou un lifestyle business, comme on dit, bon bah prends la sécurité si tu veux, même en termes d'argent. Mais franchement, si t'as une idée, moi je leur dis, lancez-vous. Et au pire des cas, c'est pas grave, vous trouverez un job après. Ouais. Moi, j'ai mon meilleur pote, il a même pas fini ses études. Hein, il est parti direct dans l'entrepreneuriat. Donc. Mais tu vois, ce que tu dis, je suis d'accord, mais par exemple, tu lances ta boîte, ça rate, tu vas dans le conseil, bah c'est faisable. Est-ce que c'est faisable de la même façon de monter sa boîte, d'échouer et de rejoindre le M&A alors qu'on en a fait qu'en stage, qu'on a peut-être 2 ans derrière où on a essayé de monter sa boîte et qu'on n'a pas réussi, ou c'est plus dur? Alors, c'est sûr que tu deviens je sais même pas en fait, moins compétitif, non, parce que t'as quand même créé une entreprise. Donc en fait, tu te mets facilement dans les chaussures de ton client. Mmh. Donc ça, c'est un point fort, je pense. Et typiquement, même un profil, moi, j'ai été contactée par pas mal de fonds de venture capital, de VC, parce que j'avais ce côté très analytique, donc très M&A, mais aussi j'avais monté ma boîte, j'ai construit une communauté, donc ça m'a permis d'avoir une certaine crédibilité. Et même d'avoir bossé dans une start-up, ça apporte de la crédibilité pour ce genre de poste. Au moment de ta boîte de vêtements de sport, ça? Ou aujourd'hui? Non, aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui. Par contre, voilà, je pense que demain, tu candidates, tu veux rejoindre une structure de M&A, alors peut-être pas Goldman Sachs, peut-être pas JP, et encore, moi je sais que chez Crédit Suisse, il y avait un MD qui de base était dans de la médecine. Il avait pas du tout fait des études de finance, mais ils l'ont pris pour son expertise. Tu vois, si t'as trouvé ta niche, que t'as réussi, que t'es expert dans un secteur, tu peux te défendre. Donc pour la M&A dans des entreprises de l'industrie de la santé, par exemple. Voilà, exactement. Lui était dans l'équipe healthcare, donc de la santé. Et après, oui, bien sûr, par contre, le M&A, si vous n'avez pas fait de stage en M&A et que vous débarquez sur le marché du travail en disant je veux faire du M&A, là, oui, ça va être très, très compliqué, voire foutu. Et le switch conseil M&A, c'est possible? Oui, alors après, j'ai vu rarement des gens qui font ça, parce que déjà, en conseil... Plus dans l'autre sens? Ouais, alors il y en a qui le font. Après, le truc, c'est que conseil, t'es un peu moins bien payé qu'en M&A, mais t'as un meilleur lifestyle, donc il y en a qui l'ont fait. Ouais, ça, du taux horaire, t'es mieux payé en conseil, généralement, quand même. Bon, ça dépend, parce que parfois, chez McKinsey, tu finis quand même à minuit, 1h, t'es beaucoup moins bien payé qu'en M&A. Après, bon, c'est à débattre. Moi, j'ai pas fait de conseil, donc je suis pas la plus légitime. Mais typiquement, oui, il y en a qui passent par le conseil pour ensuite aller en M&A s'ils ont pas réussi à avoir de stage en M&A, typiquement au CDI. Parce que le salaire moyen à la sortie d'école en M&A, c'est quoi? Alors, en fixe, moi, je vais parler de moi, mon expérience. Donc, chez Crédit Suisse, j'étais à 70 000 pounds fixe, donc 80 000 en France. Okay. À Paris, ils sont un peu plus élevés, donc 85 000 à Paris. Et après, tu as ton bonus qui varie entre 20 et 40K en fonction de ta performance et la performance de l'équipe. Ok, et en termes d'horaire, du coup, alors, City en M&A? Ouais, alors moi, en stage chez Bryan Garnier, j'étais aux alentours, c'est en mid-cap, c'est ce que je dis dans les boutiques mid. Donc, t'es aux alentours de, entre 21h et minuit. Tu bosses pas les week-ends en stage, bien évidemment. Même chez City, je bossais pas les week-ends. 9h, 21h vous commencez à quelle heure? Ouais, 9h, 9h30. 9h, 9h30, et vous finissez à 21h, minuit. Entre 21h et minuit. Tout dépend des dossiers sur lesquels t'es. Après, l'été, c'est cool parce que tu peux venir à 18h, 19h et c'est plus tranquille. Chez City, je finissais jamais avant minuit, par contre. Et je bossais très tard le vendredi soir. Ça faisait très très mal. Mais pas le week-end. Tu faisais quoi concrètement pour finir à ces heures-là? En fait, le truc, c'est que tu vas bosser sur plusieurs dossiers, donc soit sur des pitchs, soit sur des live deals. Tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, bien sûr. Un live deal, c'est quand t'as été mandaté par la banque, par l'entreprise. Ok, donc LVMH a choisi City pour les conseiller sur leur développement et sur l'acquisition de Tiffany. Donc là, on rentre en live deal. Donc là, c'est où il y a tout le process, toutes les présentations à faire, tu vois, info mémo, tous les documents. Après, t'as la due diligence, etc., etc. T'as toutes les étapes du process, finalement. Et pitch, c'est quand encore t'es dans la phase d'origination. Donc là, quand tu dois rentrer en compétition avec les autres banques pour te faire mandater pour le deal, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui est pitch?
C'est les MD. C'est les MD, ouais. Ouais, généralement, c'est les MD. Et vous travaillez sur le pitch quand même? Ouais. Vous travaillez à quel niveau? On fait la présentation. Hein. Généralement, c'est des trucs très classiques où tu fais un one-pager, on appelle ça. Tu présentes la société. Voilà. Après, tout ce qui est financier, donc plus modèle, ça va plus être les plus seniors, donc analystes, asso. Moi, j'ai eu la chance de faire des modèles. Il y en a qui en ont jamais fait en tant qu'analyste et même stagiaire. Mais du coup, nous, en tant que stagiaire, on faisait des PowerPoint, quoi. Et vous avez eu l'occasion d'assister à des pitchs où vraiment, par contre, vous faites la prod et derrière... Dans des structures plus petites, oui. Moi, j'avais la chance d'être sur un call avec le CFO d'LVMH. Ok. Mais par contre, j'avais pas parlé. Et ça, par contre, chez Crédit Suisse, oui. J'avais fait tout l'info-mémo de Selfridges, qui est un des plus gros concurrent d'Harrods aujourd'hui à Londres. Et donc oui, j'avais présenté une partie et c'était moi qui avais fait la plupart de la présentation avec l'équipe aux États-Unis. Donc j'avais eu la chance, mais je pense que c'est parce que j'ai eu une chance. Ça t'a mis de la pression? T'as stressé avant de le faire ou... En vrai, non, parce que je suis pas, quand je parle en public ou je présente quelque chose, je suis pas de nature stressée. Puis j'étais derrière un écran, c'était en Zoom, donc peut-être ça a joué aussi. Ça doit pas être pareil en présentiel. Mais clairement, non, moi j'adore présenter, parler. Au pire, je me trompe, c'est pas grave. Enfin, je veux dire. Y a pas une pression de dingue qui est mise. Tu vas pitcher sur un gros deal qui peut rapporter. Alors, j'ai pas pitché, j'ai présenté. Tu sais, quand t'as gagné le mandat, généralement ils te. Ah, vous aviez déjà gagné le mandat. Oui, ok. Non, pas du tout. Alors pitcher, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas pitché à ce moment-là. Okay. Et puis généralement ils te laissent pas faire. Hein. Enfin, faut quand même. C'est des pitchs à plusieurs millions, voire milliards. Donc non. Je peux pas pitcher, non. Et donc, quand tu arrives à 9h30, par exemple, en stage chez Citi, tu fais quoi concrètement? Tu travailles sur les présentations, ça se passe comment une journée type? Ouais, alors, il n'y a pas vraiment de journée type. Oui, c'est la réponse classique. Mais typiquement, en fait, ça dépend des projets. Donc, chaque semaine, nous, on devait envoyer un petit peu nos staffing, donc le pourcentage de disponibilité qu'on avait pour l'attribution des projets. D'accord. Donc, généralement, quand tu arrives, tu traites tes mails, parce que tu as quand même dormi entre-temps. Tu traites tes mails, tu commences à bosser sur les projets prio. Donc, moi, généralement, si j'étais sur des live deals, j'avais reçu déjà des mails pendant la nuit ou des MD qui se réveillent à 5h du matin, prendre leur petit déjeuner, s'occuper des gosses. Donc, j'avais déjà reçu des mails. Donc oui, t'as toujours des tâches. Alors les tâches restent à peu près les mêmes. Donc soit tu vas bosser sur des modèles, soit sur le BP, soit tu vas faire de la valo, soit tu vas faire des présentations PowerPoint, soit tu vas devoir aller chercher une information dans une note de broker que tu vas télécharger gentiment. Donc BP c'est business plan, la valo ça consiste en quoi? Alors c'est tout simplement tu dois déterminer à quel prix. Donc la valeur de l'entreprise. D'accord. Donc par exemple, si je devais valoriser LVMH, tu as plusieurs méthodes de valorisation, on va en reparler. Et donc tu fais tes modèles, quoi. C'est du modèle. Là, t'as les méthodes comparables. Donc là, tu vas comparer ton LVMH à ses concurrents, sociétés cotées en bourse. Tu as la méthode des precedent transactions, donc des transactions précédentes qui en fait sont des transactions similaires qui ont eu lieu dans le passé. Donc dans le secteur du luxe, tu mets les multiples. Et ensuite tu as le DCF, donc là tu valorises l'entreprise dans le futur, enfin avec son horizon prévisionnel basé sur ses historiques. Comment se fait le choix des modèles? C'est chaque banque qui a un modèle qui utilise le plus? Les trois. Ouais. Généralement, tu vas utiliser les trois. Après, il y a des secteurs. Bon, ça, on peut en reparler, mais tu as des secteurs pour lesquels il y a des valos qui s'utilisent plus ou moins bien par rapport à d'autres. Du business model, ça? Non, même alors, même un du secteur, deux de la maturité de l'entreprise. Voilà, mais généralement, enfin moi en tout cas en large, on faisait les trois, quoi. Parce qu'en fait, tu présentes, le but c'est de présenter un intervalle de valo. Ta boîte elle est valorisée entre je sais pas 100 millions et 300 millions par exemple. Ah ouais, c'est pas une valeur fixe. Non, parce que tu peux pas dire qui la détermine in fine? C'est le marché, c'est c'est tes calculs en la fait. négo. C'est tes calculs. Quand tu négocies. Ouais, au moment du rachat par exemple, je suis LVMH, je vais racheter Tiffany. À quel moment ou qui décide de la valeur finale de Tiffany? Ça, après, t'as toute la partie légale qui intervient, c'est pendant la due diligence. T'as les deux parties aussi, t'as les deux conseillers, t'as les deux grosses banques, donc c'est à ce moment-là de la partie négociation que t'interviens. La négociation, c'est aussi par rapport à la revalorisation des assets, donc des actifs, quand les deux décident de fusionner, quoi. Ok.
Sachant qu'aujourd'hui, on l'a dit, du coup, il y a moins de deals, il y a moins de propositions de CDI, donc il y a beaucoup plus aujourd'hui un enjeu de différenciation. Tu dirais que c'est une bonne chose et c'est vraiment un plus d'avoir un projet perso, même que ce soit un side business ou quelque chose justement pour étoffer ou pour faire un petit élément wow sur son CV ou même en entretien? Moi, je pense qu'en entretien, en tout cas en finance ou en M&A, ce qui va faire la différence, c'est ta personnalité, c'est toi, c'est ton fit. Faut être très bon techniquement. Mais encore une fois, le but, c'est de te retrouver en face à quelqu'un et que la personne te dise trop bien, j'ai trop envie de bosser avec cette personne. C'est un humain derrière, quoi. Voilà. Après, oui, bien évidemment, faut étoffer son CV, montrer que, tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, mais je mets pas sur mon CV que j'ai fait du sport au niveau, des choses comme ça. Tu peux te démarquer vis-à-vis de ça. Montrer que, t'as des soft skills qu'on va vouloir retrouver en M&A. Ou en finance en règle générale, ou même dans d'autres secteurs. Ouais. Par contre, après, side business, ça peut être un peu controversé, dans la mesure où ils vont se dire « Ah, mais attends, il a un business à côté, peut-être qu'il va lâcher pour faire ça. » Donc ça, c'est un petit peu dangereux au début de le faire. D'accord. En termes d'investissement, enfin, je me dis, si la personne, je dois lui demander de rester jusqu'à 3h du mat et qu'elle a un side business, peut-être qu'elle va pas vouloir le faire. Exactement. En tout cas, au début, pour la finance, c'est vrai que j'ai pu avoir ce genre de remarques. Mais ouais, sinon après, si vous avez un side business, en tout cas, j'invite les étudiants voilà, s'il y a des choses, même une passion. C'est con, mais récemment, j'ai fait une conférence à GEM. Et en fait, il y a un créateur de contenu qui, lui, était passionné de maths. Il s'est lancé sur YouTube. Là, je crois qu'il a 150 000 abonnés, un truc comme ça. Et en fait, il parlait de sa passion, il parlait de maths. Et en fait, il a trouvé sa niche. Et moi, je trouve que aujourd'hui, on a des passions, on a des choses dans lesquelles on est bon. Et d'ailleurs, je lis un livre en ce moment qui est hyper intéressant, c'est l'almanach de Naval Ravikant. Et typiquement, il explique comment trouver sa niche, comment trouver quelque chose dans lequel vous êtes bon. Et c'est là, exactement. Et c'est là où vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, si pendant vos années d'école, vous pouvez trouver ça et lancer un projet autour de ça, lancez-vous. Bon, je vous recommande pas forcément de lancer un gros business dès le début si vous n'avez pas d'idée, mais posez-vous au moins la question, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, et peut-être essayer d'en parler d'une manière ou d'une autre, trouver en fait votre niche, ce qui vous passionne et ce qui vous fait kiffer. Et comment on fait quand on n'arrive pas à répondre à ces questions-là, quand on n'a vraiment aucune idée ou on a du mal? Vous abonnez à Trade parce que justement, on a des solutions. Exactement. Alors, c'est compliqué. Je sais pas, parce que moi, ça m'est... Enfin, en fait, on va en M&A. Non. Oui, alors... Non, en vrai, l'introspection, c'est une question qui est très compliquée d'arriver à se connaître soi-même. C'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus et que j'ai mis 10 mois vraiment à créer une méthode pour ça et que j'accompagne les gens depuis 2 ans là-dessus parce que c'est quelque chose où ça peut paraître con d'apprendre à se connaître. Tu vois, alors qu'en fait, tu te rends compte que la plupart des gens qui sont malheureux ou qui sont pas alignés dans leur vie, souvent, tôt ou tard, ça vient d'un moment où en fait, soit ils se sont pas écoutés, soit en fait ils se connaissaient pas assez, donc ils sont allés dans quelque chose qui ne leur convenait pas, etc., tu vois. Ouais, mais c'est hyper dur. Et puis, je pense que tu sais, quand t'es jeune, t'arrives en école, comme j'ai dit, t'as passé des concours et tout, tous ces sujets-là, tu te poses pas forcément la question. Et puis, on nous l'apprend pas forcément aussi à l'école, de se poser toutes ces questions, puisqu'on nous pousse à rentrer dans un certain moule. Donc, tu fais le test 16 personnalités là, qui t'apprend rien sur toi. Ouais, mais c'est ça. Ils te disent des trucs. Et en plus, moi, pour le coup, tout ce qui est développement personnel, et encore, c'est un mot qui peut paraître bullshit encore, mais je l'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Et avant d'être accompli, il y a des gens qui, c'est pas même en 10 mois, j'imagine. Enfin, tu vois, t'es pas accompli à 100%. C'est hyper dur d'atteindre ce niveau-là. Mais en tout cas, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime? Et ça peut être un truc de merde, genre, un truc classique, un truc simple. J'aime cuisiner. C'est un truc de merde, cuisiner? Non, justement, mais un truc. Non, mais parce que tu sais, on va te dire, ouais, mais c'est hyper simple ton truc. Ouais. Oui, mais peut-être que justement, dans ta façon de cuisiner, ou peut-être dans quelque chose que ton grand-père t'a appris, tu peux te distinguer, tu vois. Et quand tu parles de quelque chose que t'aimes, les gens, forcément, vont t'écouter parce que t'as des connaissances dessus, tu sais comment parler. Moi, j'étais à une soirée récemment, un PAX d'un très bon pote à moi, et je rencontre quelqu'un, et il me dit, en fait, on parlait de la passion. C'est hyper dur pour quelqu'un. Enfin, tu sais, il m'a dit, ouais, t'es passionné par quoi? Et moi, forcément, j'ai mon côté équitation qui est ressorti. Et je lui ai dit, ouais, mais bon, de toute façon, ça va pas t'intéresser. Il m'a dit, en fait, j'en ai rien à foutre de l'équitation. Mais par contre, en parler avec quelqu'un qui est passionné, je vais t'écouter. Ça change tout. Ouais. Ça change tout. Et ça, je pense que c'est la différence. C'est que quand tu parles de quelque chose que t'aimes,
direct, les gens vont t'écouter parce que tu sais de quoi tu parles et tu dégages une énergie, en tout cas, qui fait qu'on t'écoute. Et je pense que le créateur de contenu qui a fait ça pour les maths, c'est pour ça que ça a marché. Ouais, a priori, tu te dis pas en faisant de la création de contenu sur les maths, je vais toucher 1 million de personnes. Ouais, et au final. Mais au final, si, parce que ça fait une différence. Exactement. T'aimerais bien faire le lien entre l'équitation et le business plus tard? Alors déjà, c'est très compliqué. Moi, c'est vrai que j'aurais pu faire ça avec la marque de sport. Mais typiquement, là, l'équitation, j'ai un petit peu mis en stand-by. Je continue à suivre toutes les compétitions. Là, j'étais au jumping de Monaco la semaine dernière. Mais je pense pas, parce que moi, au final, ce qui me passionne aussi, c'est tout ce qui est éducation et pouvoir aider les gens et donner accès à l'information. Alors c'est une passion un peu plus différente, hein, ça mais non, je pense pas, parce que l'équitation, ça a été pour moi un échappatoire, le fait de pouvoir me recentrer sur moi, de pouvoir me canaliser beaucoup aussi sur mon impulsivité à l'époque. Donc non, aujourd'hui j'en ferai pas forcément mon métier. Voilà. Tu martyrisais des gens à l'école, Chiara? Non, jamais de la vie. Non, pour le coup, c'était moi un peu à l'époque où j'étais le vilain petit canard. Ouais. Quand j'étais au collège. Bon, après, au collège, on est tous un peu cons, hein, voilà. Mais non, jamais de la vie. Enfin, franchement, j'étais plutôt celle qui allait défendre. Tu penses que c'est de là que ça vient, ton envie d'aider les gens et à atteindre de meilleures positions? En vrai, bonne question. Je me suis jamais posé la question de pourquoi j'ai toujours été hyper généreuse. On m'a souvent reproché tu donnes trop aux autres. Ouais. Tu donnes tout le temps trop aux autres, tu te donnes jamais à toi. Enfin, tu te donnes pas assez à toi-même. Je sais pas. Peut-être mon côté très empathique. J'ai une très forte empathie. Peut-être que ça vient de là. J'y réfléchirai. Très bonne question. Quand on devra faire un 2e épisode pour que tu me donnes ta réponse juste pour ça. Mais ouais, j'ai toujours voulu aider les gens et je pense que ça a été aussi un petit peu ma place au sein de ma famille où j'ai dû beaucoup aider ma maman. J'ai vécu avec mes grands-parents au début. Mes petites sœurs sont nées prématurées, donc je les ai beaucoup accompagnées dès le début. Donc peut-être ce rôle un petit peu de maman que j'ai eu très très tôt, ça a fait que aujourd'hui j'aime beaucoup aider, ouais. Ok, continuons d'aider. Alors, t'as dit que par exemple t'envoyais beaucoup de messages. À l'époque, oui. Pour avoir tes stages, ça, t'étais très proactive. Typiquement, c'est quoi les messages qui ont fonctionné pour toi? Tu saurais dire un message type? Ouais, alors, tout dépend à qui vous adressez, mais plus pour les stagiaires, donc les personnes qui cherchent les stages. Ouais. En M&A, du coup, commencez par contacter donc les stagiaires et les analystes, et en premier lieu, les personnes qui sont vos alumni, donc les personnes qui sont de votre école, tout simplement parce qu'ils vont vous répondre de façon plus facile. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le message type, c'est très classique. Un stagiaire analyste, vous allez straight to the point, vous vous présentez, vous dites votre situation actuelle, que vous cherchez un stage de 6 mois à compter de telle date et que vous avez vu que cette personne travaillait chez Bryan Garnier, par exemple, et qu'elle aimerait faire un petit call pour en savoir plus sur les process de recrutement, la culture de l'équipe et lui, son retour d'expérience. Tout simplement, est-ce que tu aurais 5 minutes pour faire un petit call? Merci beaucoup. Voilà, Chiara. Ça marche plutôt bien. C'est straight to the point avec les stagiaires et les analystes. Les assos, ou en tout cas des personnes que vous connaissez pas, essayez de vous démarquer un petit peu. Soit vous allez regarder sur son profil s'il a fait la même asso que vous, ou s'il a fait quelque chose qui vous intéresse, ou que vous avez une passion en commun, s'il a partagé un post qui vous marque particulièrement, ou même s'il y a eu un deal sur lequel vous êtes tombé et sur lequel il a travaillé. Ça, c'est pour des gens un petit peu plus seniors. Donc, trouver un hook ou une accroche qui fait qu'il va vous répondre plus facilement. Comment tu transformes? T'as un call derrière, l'objectif c'est que ton CV soit passé. CV, ouais. Comment tu passes de j'ai juste un call de peut-être 5-10 minutes à je lui demande de faire passer mon CV? Typiquement, moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Le but, c'est qu'il y ait un échange et que la personne te trouve sympa. Tu vois, donc pas arriver, oui bonjour, je m'appelle Chiara, je suis à l'EDEC, tu te présentes pendant 3 minutes, déjà c'est trop long. Tu dis bonjour, je m'appelle Chiara, je suis actuellement à l'EDEC. Merci beaucoup de prendre ton call, et même le dynamisme que tu mets dans la voix, ça on nous l'apprend pas, mais moi il y a des gens ils se présentent, bonjour, je m'appelle Chiara, je suis à l'EDEC. Non, mets un peu de punch, sinon j'ai la flemme. Donc là, tu mets ça, tu rentres d'entrée, tu dis je t'appelle rapidement, je sais que t'as pas trop le temps pour savoir un petit peu comment ça se passe le stage, comment est-ce que t'as kiffé, les process de recrutement, un petit peu tout ça. Après, il va te dire un petit peu lui son retour d'expérience. Et le but est très très grosse compétence à avoir, c'est l'écoute. Donc rebondir sur ce qu'il raconte. Et après, moi souvent je disais, d'ailleurs, le M&A ça prend quand même beaucoup de temps. T'as le temps un petit peu de faire des trucs. Toi tu fais quoi à côté? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que vous faites des trucs en équipe?
Donc ça, là, comme ça plonge un petit peu dans le perso. Parler de lui en plus. Et après, généralement, si c'est bien passé, ils te proposent. Sinon, je disais, justement, pour les recrutements, je sais qu'aujourd'hui, en ligne, c'est un peu compliqué. J'ai postulé en ligne, mais est-ce que tu sais s'il y a une personne référente que je pourrais contacter ou est-ce que tu sais si vous passez les CV en interne? Ok. Voilà. Okay. Mais généralement, direct, si t'avais cet échange-là, ils te le proposent assez simplement. Tu penses quoi du name dropping? Enfin, le fait de mentionner des gens à qui tu as déjà parlé, qui pourraient potentiellement connaître, ou des gens que tu as rencontrés lors des événements. Ah tiens, j'ai parlé à telle personne, etc. Ouais. Alors, faut faire attention. Moi, je sais que... Alors, si tu l'as rencontré dans un événement, c'est cool de le mentionner, parce que ça montre que tu as été proactif, que tu as participé à un événement, que tu t'es intéressé à la culture de l'entreprise. Moi, je mentionnais tout le temps la personne avec qui j'ai échangé. Par contre, je disais, voilà, j'ai échangé avec telle personne qui m'a fait part de tel et tel point. Ouais. Voilà, mais j'ai jamais dit, ouais, c'est mon pote, ou je sais trop quoi. Ou en tout cas, j'attendais toujours que l'autre personne me dise, ah ouais, trop bien et tout, t'as parlé à telle personne. Parce que c'est déjà arrivé. Qu'il y ait quelqu'un qui dise ouais d'ailleurs mon pote et tout, enfin je me suis trop bien entendu avec telle personne, qu'au final cette personne était un mauvais élève, en quelque sorte un mauvais salarié, et en fait ils se sont dit ah merde, et en fait ça peut bloquer un petit peu. Faut que ça soit bien fait de toute façon, enfin faut pas name dropper pour name dropper. Il y a des gens qui le font, qui disent ah ouais, dans les lettres de motivation, tu sais, ils te font une liste de personnes qu'ils connaissent. Ça sert à rien si tu le fais juste comme ça. Non, mais c'est bien de name dropper dans les lettres de motivation, sachant qu'elles sont pas trop lues non plus. Mais quand tu es à l'oral, dire ouais, d'ailleurs, j'ai récemment échangé avec Pierre. Pierre qui m'a pas mal parlé de la culture de l'entreprise, le fait que les stagiaires étaient très exposés. Lui, actuellement, il bosse sur ça m'a pas mal intéressé. Justement, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue aussi. Je rebondis comme ça. Pour montrer que tu as eu cette proactivité-là de contacter des gens sans donner ton point de vue personnel de ah ouais, il est trop cool. Ouais. Et c'est là, la personne en face, elle dit ah, trop bien, t'as échangé avec lui, t'as vu, il est sympa. Moi, ça m'est arrivé chez City, j'ai dit ouais, trop cool et tout. En vrai, on s'est grave bien entendu et tout. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que de base, t'as un objectif en tête, c'est-à-dire de pouvoir balancer ton CV, mais une fois que t'arrives en call avec la personne et que tu réussis à l'avoir, ou même par message avant, il faut comprendre que t'es en train de créer un lien, une relation avec la personne, et que faut sortir de cette vision uniquement du résultat pour pouvoir réussir à te connecter à la personne, et par derrière réussir à avoir ce que tu veux, mais ouais. Parce qu'en fait, souvent, ce que je trouve dommage dans la vision du networking que les gens ont, et surtout les plus jeunes, c'est j'arrive et je commence par demander un truc, et si ça passe, ça passe, si ça passe pas, et tu fais de la quantité. Mais en fait, et que dans cette vision du résultat uniquement. Après, quand tu cherches un stage, en vrai, je comprends parce que tu vas être efficace, tu vois. Beaucoup de temps. C'est pas la même chose que d'aller à un événement entrepreneurial où tu vas rencontrer des gens et là, tu crées un vrai lien. En vrai, t'es pas là pour être ami avec l'analyste d'à côté. Enfin, tu deviendras pote avec si tu veux, si tu t'entends bien. Mais là, le but, faut quand même. Moi, je rebondis peut-être un peu là-dessus sur le fait de. Moi, mon but, c'est juste que mon CV passe et que je passe l'entretien. Mm-hmm. Et il y a une stratégie pour ça. D'accord. Et tu implémentes cette stratégie-là. Et donc, ça passe justement par le fait d'avoir un échange, de poser tes questions, de rebondir sur ce qu'il dit et tout. Mais par contre, t'es pas là pour faire pote avec lui. Et lui, en vrai, il va être pressé, il va pas forcément te donner. Et surtout aussi, il y a plein de calls où ça va pas forcément bien se passer. Et le mec, il va être là en mode oui, non. C'est pour ça, rebondissez ou essayez de vous intéresser à ces personnes. Les personnes en finance adorent parler d'elles parce qu'elles ont pas forcément le temps dans leur vie. Donc, posez-leur des questions sur moi, je sais que j'avais appelé, petite anecdote, j'avais envoyé un message sur LinkedIn à l'époque où je postulais dans les différentes équipes de Crédit Suisse pour mon summer. Et je voulais trop faire TMT à l'époque. Au final, j'ai changé. C'est quoi TMT ? Télécom, tech. Ok. Voilà. Et en fait, j'envoie un message au head of TMT de l'équipe, qui était en fait le 9e meilleur dealmaker d'Europe. Aujourd'hui, il a la tête de Evercore, l'équipe TMT en France. Au UK, pardon. Et j'envoie un message. Il était italien, je suis italienne. Je me suis dit, allez, écris en italien, comme ça au moins ça passe. Tu casses un peu le truc. J'envoie un message un peu corpo, j'avoue. Et il me dit, ok, vas-y, on s'appelle. J'ai dit quoi ? Ok, on s'appelle et tout. Et on a passé 45 minutes. Sur les 45 minutes, on a parlé 10 minutes de finance. Donc que de lui. Lui, mais même de tout. Enfin, on a parlé. Je lui ai dit je sais que vous avez pas trop le temps. Bon, on s'est tutoyé très vite, mais je sais que t'as pas trop le temps. Moi, voilà, je te dis rapidement, je veux intégrer Crédit Suisse, l'équipe TMT pour telle raison. Mais voilà, moi, je t'appelle par rapport à ton expérience parce que j'ai vu que t'étais 9e meilleur dealmaker d'Europe, pardon.
pourquoi t'as décidé de faire ça, qu'est-ce que t'en penses de ton équipe, j'ai vu que t'as bossé sur tel deal, moi ça m'intéresse. Donc au début, tu sais, petit truc corpo. En fait, après, je lui dis, d'ailleurs, t'es italien et tout, est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui sont italiens, c'est quoi la culture et tout? Il me dit, ouais, il y a pas mal de gens. Je fais, mais trop bien, et toi, tu viens d'où d'Italie? Ah, de Rome, ah, ok, trop bien. Et moi, il me dit, et toi? Et moi, je dis, mais moi, je suis du Nord. Et là, on commence à parler de bouffe et tout. Et en fait, au final, on a parlé de ça, on a créé un lien. Et ça m'était arrivé aussi avec un autre gars de l'équipe TMT, qui était grec. Au final, on a parlé de nourriture. Vous avez parlé grec? Parce que j'ai dit, non, je vais pas parler grec, mais j'ai dit en mode, trop bien et tout, j'y suis jamais allée. Et en fait, on a commencé à parler de nourriture parce que j'ai dit, j'adore cuisiner, j'adore la bouffe, quoi. Ça, c'est une vraie compétence, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas. Enfin, tu fais le call, ils vont te parler corpo, et puis après, ils vont bugger, ils vont pas savoir quoi dire. Faire parler les gens d'eux, c'est vraiment un glitch. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais négociateur pour des deals en marketing d'influence, je prospectais des agences, et notamment en Espagne. Donc, en espagnol, alors je parlais pas un mot d'espagnol. Non, vraiment pas. Et en gros, je prospectais la plus grosse agence d'influenceurs d'Espagne. Et de base, je voulais une influenceuse, mais il m'avait direct proposé 5000. Okay. Alors que moi, le budget que j'avais, c'était plus du 1000, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais tenté un petit coup de poker et tout. Et donc, le mec m'a dit, OK, on te passe le directeur d'agence. Donc, il me prend pour WhatsApp. Il est 21h, je suis en slip chez moi. Il me dit, est-ce qu'on peut s'appeler sur WhatsApp? Alors que je parle pas un mot d'espagnol. Oh putain. Là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je me dis, allez, on y va. Je décroche, je le laisse parler, etc. Et en fait, à mon accent, il me dit, t'es français, toi. Et en fait, il était français. Lui. Et on commence à parler, et tout le truc, en fait, tout le call, c'est, je m'intéresse au mec, et je lui dis, ouais, mais comment t'as fait pour lancer ton truc en Espagne, etc. Et le mec, il était trop content qu'on lui apporte de l'importance. C'est ça. Et derrière ça, à la fin, je l'ai eu à 1000. Ouais. L'influenceuse, ouais. Et donc, au final, c'est ce truc d'aller s'intéresser aux gens, c'est vraiment mal. Ouais, mais c'est une très bonne compétence, même l'écoute. Au final, c'est une des compétences qu'on recherche le plus, que ce soit du stagiaire au salarié. Ouais, en fait, c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, que je te parlais d'avoir le résultat en tête. Tu sais que tu as un résultat à obtenir en tête, mais si t'es que focus sur ça et donc sur ce que tu veux, tu peux pas écouter l'autre et essayer de comprendre ce que l'autre veut derrière et lui donner aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est plus ta stratégie. Ouais, non, mais ça, je comprends. Ça, je suis plutôt alignée là-dessus, ouais. D'ailleurs, c'est une compétence qui fait, une des compétences qui fait le plus la diff en entretien de fit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en entretien de fit qui sont tellement préparées ils pensent avoir la trame complète, exactement, c'est récité. Et tu te rends très vite compte quand le mec il t'écoute même pas, il sait pas rebondir, c'est pas une conversation, c'est robotique. Ouais, non, clairement, c'est pour ça que je recommande vraiment, ne négligez pas les questions, le fit. Il y a beaucoup d'étudiants à moi qui arrivent, qui bossent que la technique. Ouais. Quand je leur pose, présentez-vous, ils sont là, ils bégayent. Non, ou bien ils récitent un truc tout préparé. Non, allez-y de façon naturelle, soyez dynamique, montrez que vous êtes motivé, et la motivation passera par la façon dont vous allez vous exprimer et votre naturel. C'est pas grave si vous avez un petit moment d'hésitation. Le but, c'est vraiment d'avoir la structure, d'être structuré, de savoir exactement ce que vous allez dire, mais par contre de façon naturelle. Et si vous avez envie de dire quelque chose qui n'était pas forcément prévu, dites-le. Montrez votre côté spontané. C'est ça qu'on cherche, parce que on va vite comprendre, c'est cette personne-là que j'en face, avec laquelle je vais travailler. Ouais. Il y a aussi un truc assez sous-coté, je trouve, c'est la spécificité. C'est-à-dire que justement, quand tu as dû voir ça sur plein de CV des gens que tu accompagnes et tout, je suis une personne très motivée, dynamique, etc. Les gens qui disent un peu tous la même chose, alors que quand tu es spécifique dans, par exemple, ce que tu as fait, ce que tu veux, c'est ça qui montre que tu es motivé vraiment et que tu as fait des recherches et tout. Non, exactement. Et ça aussi, très important comme point. Quand vous vous présentez ou quand vous parlez d'une expérience que vous avez eue, ou même vos qualités ou vos défauts, justifiez-le par quelque chose qui vous représente, qui vous caractérise. Quand il y a des étudiants qui me disent j'ai fait un stage chez Bryan Garnier en M&A, donc j'ai fait des pitchs, des infomémos et de la valo. Non, parlez d'une mission qui vous différencie, qui fait que quand on va sortir d'un entretien, il se dit ah oui mais attends c'est le mec qui a bossé moi chez City j'avais bossé sur Insect, j'avais dû faire un pitch toute seule à la fin je devais le présenter aussi. Insect, c'est une boîte qui fait des il a compris une secte. Insect. Insect, putain. Ouais, c'est une boîte qui fait des aliments à base d'insectes. Et des poudres et en gros j'avais dû faire ce pitch là et je m'en servais en entretien et ça montre vraiment que t'as quelque chose de concret à expliquer. Les gens se rappellent de toi. Moi typiquement quand je disais je suis quelqu'un
très déterminée et je me fixe des objectifs que je souhaite atteindre, je prenais le fait que j'avais gagné les championnats de France en 2014. Ouais. Et ça, ils se disent ah oui, ok, c'est elle qui avait gagné le championnat, plutôt que juste oui, je suis très déterminée ou je suis très. Ouais. En plus, c'est un truc important, c'est aussi le fait d'être mémorable, comme tu as dit, que ça soit par exemple pour un pitch, pour un entretien. Le mec, il va avoir plusieurs personnes passer en entretien. Il va pas prendre sa décision sur le coup, forcément. Et derrière, s'il doit en parler avec d'autres personnes parce qu'il doit référer à une RH ou j'en sais rien, il faut qu'il se rappelle de toi. Ouais. Et comment il va se rappeler de toi? C'est parce que tu auras raconté une anecdote, tu auras fait un truc que les autres n'ont pas fait. Si tu es exactement comme les autres, ton prénom... Après, le but, c'est de créer le coup de cœur aussi, tu vois. Ouais, faut qu'à la fin de l'entretien, elle se dise « Putain, je peux pas la laisser passer. » Ouais. Tu connais Seth Godin? Non. C'est un très grand marketeur. Et justement, il donne une définition du marketing. Il dit « Marketing is about being remarkable ». Ouais. Et donc, le marketing, c'est être remarquable. Et il y a deux sens en remarquable. Remarquable en termes de qualité, quand on dit que quelqu'un est remarquable, et remarquable en termes de visibilité aussi. Ouais, bien sûr. Donc, il y a le côté, comme tu dis, fit extérieur, comment tu présentes et tout. Il y a le côté qualité aussi de ce que tu es capable de faire, de ce que tu as fait, etc. Bien sûr. Il faut avoir les deux. Même si... Quoique, attends. Non, j'allais dire que c'est encore plus important la forme, maintenant, je trouve, que le fond. Mais après, finance, je suis pas sûr. Ouais, quand même, le fond, c'est important. Ouais, et même, c'est con, mais même d'un point de vue extérieur, faut que tu présentes bien, tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et c'est parfois négligé. On se dit, ouais, chill et tout. Mais enfin, non. Faut y aller, faut être présentable. Et le terme de prestance, il est quand même là. Ouais. Dégager quelque chose pour réussir à dégager quelque chose et être mémorable, justement, sur le coup. Et on te pardonnera plus facilement les petits complètement. C'est ça. Les petits problèmes, quoi. On avance un peu. Ouais, complètement. Sur, du coup, ton CDI Crédit Suisse. Ouais. T'as fait combien de temps encore là-bas? 1 an. D'accord, 1 an. Tu faisais quoi concrètement là-bas? Est-ce que ça changeait de ton stage ou bien comme t'étais en junior, t'étais un peu toujours le même type de travail? En vrai, tu fais à peu près la même chose. Okay. On va pas se mentir. En plus, c'était la crise totale. Crédit Suisse s'est très vite effondré. Ah d'accord. Puisqu'elle a été rachetée par UBS ensuite. Donc il y avait pas. Enfin, moi j'ai bossé sur un live deal dans mes souvenirs, mais oui, globalement, je faisais la même chose. Et en plus, moi, je m'étais spécialisée sur le secteur, le vertical luxe. D'accord. Et HPC, donc personal care. Donc je bossais avec ma MD de cœur, on va dire. Mais non, principalement, je faisais à peu près la même chose. Je faisais peut-être un peu plus de modèles et encore. Et tes horaires j'allais voir le client. Et tes horaires en tant que junior en M&A, en CDI? Donc encore une fois, je finissais jamais avant minuit. D'accord. Dans les bulge brackets, même top tier, tu finis jamais avant minuit en semaine. Le vendredi, ils te laissent un peu tranquille, sauf si tu travailles sur un live. Et sinon, après le week-end, généralement, tous les dimanches, je bossais, ouais. D'accord. Ah ouais. Et t'arrives pas toute la journée, hein, mais j'avais mes slots le dimanche. Pour toi, tu kiffais ce que tu faisais? En fait, soit j'étais un peu trop matrixée par le truc. Parce que pour le coup, je te posais pas la question. Genre, j'étais pour moi, et je me souviens, j'étais dans un taxi avec mon ex et tout, et je lui disais, ouais, moi, je travaillerai en M&A jusqu'à 29 ans, après, j'aurai ma famille et je serai tranquille. Il me disait, non, mais Chiara, t'es trop matrixée, tu vas rester comme ça et tout. Et je pense qu'en vrai, j'aurais pu faire une très bonne carrière. La dernière fois, je suis sortie en boîte avec mon équipe, mon ancienne équipe. Ils m'ont dit, Chiara, faut que tu reviennes et tout, t'étais trop forte, faut que tu reviennes, blablabla. J'ai dit non, maintenant, j'ai trouvé ma voie et je kiffe ce que je fais et je retournerai pour un autre monde en M&A. D'accord. Mais par contre, quand je le faisais, je kiffais. Et il y a des gens qui me disent, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Mais moi, je kiffais, genre. Qu'est-ce que tu kiffais là-dedans? Moi, je pense que c'était juste parce que je bossais avec des marques stylées, genre. Okay. Ah ouais? Genre, comme je bossais pour Chanel, les Prada, les Richemont, les trucs comme ça. Ouais. En fait, m'intéresser à la boîte, genre, comme c'était des boîtes que je kiffais, tu vois, comprendre leur strat et tout, j'aimais bien. D'accord. Donc, je pense que, tu vois, et puis j'aime bien faire des présentations. Typiquement, tu mets devant PowerPoint, moi, je me régale à faire des petites présentations corpo, tu vois. Même pour, tu vois, quand je dois présenter Edge, j'aime bien faire les petites prés. Peut-être un peu moins maintenant. Tu délègues. Parce que tu manques de temps. Voilà. Exactement. Ouais, mais je sais pas. Genre, à l'époque, c'était parce que je bossais. Tu m'étais, par contre, à devoir faire une présentation sur une boîte dont j'en ai rien à foutre. Là, par contre, ça me faisait chier. Ok. Ouais. Tu vois, genre, on m'a foutu sur un dossier horrible. C'était peut-être, c'est grâce à ce projet-là, d'ailleurs, horrible, avec une MD. Horrible. Que j'ai rencontré un de mes meilleurs potes de Crédit Suisse. Martine de la... Non, c'est avec la française. Et c'est grâce à ça que j'ai rencontré un de mes meilleurs potes de Crédit Suisse, Anthony, petite dédicace. Et en fait, je bossais sur des trucs d'immobilier, mais real estate, sur des hôpitaux, je sais pas quoi. Enfin, désolée, mais j'en ai rien à faire. J'aime pas ça. Je suis pas passionnée par ce secteur.
Oh, franchement, c'était une horreur. Ah, c'était dur. Et je faisais mal les choses, tu vois. Donc, je pense que c'était plus parce que j'étais passionnée par le secteur et que je comprenais. Le fait de comprendre, c'est stimulant. Quand tu comprends un truc, tu te sens bon, tu dis, ok, je kiffe ce que je fais. Donc, je pense que c'était ça, surtout. Et parce que je kiffais mon équipe aussi. En vrai, c'était trop bien. D'accord. Et du coup, t'as dit que t'avais pas, tu penses pas qu'il y ait des gens qui aient de véritables passions pour le M&A? Enfin, en tout cas, t'en as croisé peu. Ouais. Pour toi, pour qui c'est et pour qui ce n'est pas? Alors, la plupart aiment... Enfin, être passionné de M&A, faut y aller parce que... Non, pas nécessairement passionné, mais pour je pense que des gens t'es passionné par un vertical ou un secteur. D'accord. Typiquement, le head of de ma team, pardon, donc le directeur de ma team, lui était passionné par le secteur des spirits, donc de tout ce qui est boissons alcoolisées. Ouais. Donc il bossait sur tous ces deals-là. Et je pense que voilà, quand tu bosses avec des boîtes comme ça, que tu les aides à se développer, à croître et tout, t'as ce côté négociateur, puis tu vas au resto en vrai avec le head of Heineken, enfin le CEO d'Heineken, t'es content, tu vois, si tu kiffes ce secteur-là. Je pense que c'est plus par rapport au secteur que le métier. Tu vois, après le métier, en vrai, en M&A, t'as quand même... Quelles compétences pour aller en M&A? Et pour performer, en tout cas, en M&A. Ouais, alors pour performer, en vrai, faut juste être un bon pantin qui accepte de rester assis sur sa chaise, être rigoureux, par contre, ça faut être hyper rigoureux, faire attention aux détails, c'est con, ça peut paraître bullshit, mais en vrai, oui. Enfin, moi, maintenant, une présentation, et je suis devenue un peu psychorigide, je vois, genre direct, sur un CV... Genre, à Police 10, je vois si un mec a mis un point à la fin de la phrase. T'es devenu une IA. Ouais. Et genre, en vrai, c'est con, mais ça m'aide de fou, tu vois, parce que dès que je vais présenter quelque chose, ça va être carré. Ouais. Je vais faire hyper attention. Puis, bah, forcément, savoir dire non et faire des sacrifices, parce que, bah, moi, ça m'aide aussi, tu vois, ça m'a aidé, mais t'es obligé un petit peu de dire non. Parfois, quand t'as ton pote qui te dit à 18h, on va boire un verre et t'es là devant ton ordi à taper, tu dois lui dire non, tu vois. Ton lifestyle était un peu inexistant, à cette époque? Bah, comme j'ai dit, moi, je dormais peu, donc, non. J'avais mon copain, je faisais du sport au moins 4 fois par semaine, j'y allais le matin, le midi je mangeais avec mon équipe, le soir aussi, et le week-end je sortais, donc non. Mais la semaine c'est plus compliqué. Enfin, la semaine de toute façon à Londres c'est work hard play hard, hein, et ça sans déconner, les gens la semaine ils bossent, et le week-end tu sors et tu profites. Et c'est bien pour sortir Londres d'ailleurs. Ouais, trop bien. Franchement c'est un peu plus cher peut-être, mais trop bien, t'as plein de... Même dans les boîtes ou quoi, t'as plusieurs ambiances, donc ça c'est trop cool. Les gens sont hyper open. Genre Paris, je trouve que le week-end, les gens sont fatigués et ils ont leur routine et ils préfèrent sortir la semaine. Moi, je déteste sortir la semaine, j'aime bien sortir le week-end. À Londres, en termes de resto festif, de resto tout court, t'as plein de cultures. Enfin, tu peux pour sortir, t'as plein d'endroits. Ils font un peu moins chier pour rentrer dans certains endroits. Ouais. Et les quartiers aussi, ce qui est ouf à Londres, c'est que t'as plein de quartiers et dès que tu passes d'un quartier à un autre, la vibe elle est totalement différente. Ouais, donc moi j'ai trop kiffé, et puis il y a plus de parcs et tout, moi j'adore la nature, j'adore la nature pour courir et tout, franchement Paris, quand on me dit va courir au parc du Luxembourg, enfin au jardin du Luxembourg, non, genre moi à Londres j'allais à Hyde Park, c'est des hectares et des hectares, et là c'est trop bien quoi. Ouais, à l'américaine un peu. Ouais, comme à New York. Ouais, un peu. Après, la vibe est différente. New York, t'es très gros building, tu te sens vite englouti. Ouais. Moi, Londres restera ma ville de cœur. Ok. Est-ce qu'il y a une grosse diff en termes de salaire entre Paris et Londres en M&A? Du coup, à Paris, t'es un peu mieux payé parce qu'ils font la conversion, mais ils rajoutent. Genre, typiquement, à Londres, j'étais 70 000 pounds fixe. À Paris, si tu fais la conversion, c'est 80 000 à peu près. Okay. Et à Paris, c'était payé 85 000 € fixe. Ok. Voilà. Et à Londres, surtout, c'est dur d'épargner parce que ton loyer te coûte super cher, ton lifestyle te coûte cher, le week-end, tu claques. Donc voilà. Ah, t'as pas réussi à mettre de côté, toi? Si, je mettais de côté un peu, ouais. Quand même. Ouais, si, parce que t'es de nature dépensière ou pas trop? Ouais. Je suis de nature dépensière, ouais. Okay. C'est quoi la plus grosse dépense que t'as faite dernièrement? Putain. Bah, je pense que c'est la réservation de mes vacances, là. Je pars avec mes potes, donc tu sais, j'ai réservé un voyage, quoi. Tu vas où? Cette année, je reste classique. Je vais à Ibiza. Okay. Avec mes potes, on se prend... Je suis pas... En vrai, de vrai, je suis pas très dans ces trucs jet set et tout. Mais vas-y, là, cette année, je dis, bon, vas-y, à mes potes et tout, on y va. Et là, oui, pour le coup, tu dépenses parce que tu loues la villa et tout. Mais pour le coup, là, mon prochain gros voyage que j'aimerais vraiment faire, c'est partir au Brésil. Ok. Après, c'est en termes de temps aussi, faut voir. Mais ouais, je dirais que c'est les dépenses de vacances, quoi. Et là, oui, je suis dans une étape de ma vie où j'aime pas compter. Ouais. Quand t'as eu tes premiers salaires, est-ce que t'as été en mode je coffre, ou alors vas-y, je vais me faire un grand kiff ou... Non, ça par contre, non. En termes de salariat,
J'étais très calculée en mode je mets de côté, j'investis, je dépense pour mon kiff. Ok. Genre j'arrivais en fait à faire les 3 et me dire ok genre je compte pas, mais parce que je vais pas aller je vais pas recevoir ma paye, j'étais pas le genre de meuf aller m'acheter des chaussures à 3000 balles parce que ça m'intéresse pas et que ça m'intéressait pas non plus à l'époque. Par contre tu me disais tu pars en vacances avec tes potes, là tu mets 4000 balles. Bah ouais, pas de problème, parce que c'est une expérience, que c'est un souvenir, que c'est quelque chose, tu vois, même là Ibiza, oui c'est un peu jet set, mais au final ça reste une expérience avec mes amis, ça va être marrant, on va sortir, on va kiffer, on va avoir des souvenirs, donc là je mets, tu vois. Ouais. Et ça a changé depuis que t'es devenu entrepreneur? Non, juste j'ai mon lifestyle qui a augmenté encore. Par contre le truc matériel, je dirais oui, j'aime bien peut-être plus les belles choses qu'avant. Tu vois, les montres, les bijoux. Mais par contre, tout ce qui est matériel en mode sap, j'arrive toujours pas à dépasser ce step-là de m'acheter un truc à 3000 balles parce que je pense que j'ai un côté très empathique et encore une fois, j'en discutais avec Timothée Moirot hier. En fait, j'ai tellement d'empathie et dès que je vois quelqu'un qui est dans la misère ou qui galère vraiment, ça me fait de la peine et je me dis, oui, ok, j'ai bossé, mais lui aussi, il aurait peut-être pu avoir d'autres opportunités qui ont fait que il aurait pu gagner autant d'argent que moi. Mais je suis toujours dans le culpabilité un petit peu. Pas de culpabilité parce que justement tout ce que je fais aujourd'hui, si je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est parce que j'ai des ambitions aussi plus tard pour créer des associations. Enfin moi depuis toute petite j'ai cette ambition là. C'était mon premier projet que j'ai dessiné sur un calepin que m'avait donné mon ancien voisin qui était l'ancien manager des Beatles. Et en fait ça a pas changé dans le sens où oui je dépense sans compter. Mais je dépense quand même et je suis toujours raisonnée dans ce que je dépense. C'est quoi ton rapport à l'argent? T'aimerais en gagner beaucoup? Le truc, c'est que moi, je te dis, peut-être l'année dernière... Ouais, justement, octobre dernier, donc je lance la formation. Je vais déjeuner avec un pote à moi et il me dit... donc avec Databricks, j'ai dit, ouais, moi, j'aimerais bien en janvier gagner 10 000 par mois et au moins, je serais bien. Là, pour moi, si je gagne 10 000 par mois aujourd'hui, je vais être déçue de moi. Mais je sais que c'est une grosse somme d'argent et que y a très peu de gens qui gagnent ça. Mais j'ai toujours ce côté très ambitieux de me dire, je veux toujours plus. Après, il y a la fameuse question à la con, tu t'arrêtes de bosser à partir de combien? Tu vois très bien. Et même avec mon meilleur pote, on se pose ces questions de merde sur le canapé. Cher, le dernier qu'on a invité, Cher, il nous a dit 100 millions, lui. Ouais, voilà. Moi, mon meilleur pote, c'est ça. Moi, je me suis mis 50. Okay. Et je sais que ça va augmenter et je sais que par mois parce que j'ai de grosses ambitions, que j'ai plein d'autres projets, que le projet plus non lucratif, disons associatif que je veux créer pour avoir un impact, ça va me demander énormément d'argent, énormément de sponsors. Donc en fait j'ai des ambitions et aujourd'hui oui je te dis peut-être je m'arrête de travailler, ça serait hypocrite de dire ouais je veux travailler toute ma vie. Mais pour moi ce que je fais aujourd'hui c'est là tu vois j'ai des étudiants, je bosse le samedi, le dimanche, je les aide et je kiffe ça. Mais je pense que oui, je ferai toujours des trucs au final à côté. Mais ouais, je me mets pas de limite aujourd'hui. Je te dis 50 millions, mais dans une semaine, ça sera peut-être 100, ça sera peut-être 150. Donc je me mets pas de limite. Après oui, si j'ai 100 bars et que je gagne autant que Drake, oui, je vais pas te mentir, je vais me foutre sur l'île et je vais me dorloter la pilule, tu vois. Ouais. T'as déjà un plan pour ça? Pour atteindre ces sommes-là? Ouais, puisque t'as beaucoup parlé que tu te projettes, que t'es très structuré dans ta tête, t'as des plans et tout, donc je vais pas te dire de le dévoiler, t'inquiète. Ouais, bien sûr. Du coup, là, forcément, j'ai Edge, qui est plus un business de cash flow. Pour grossir ma communauté aussi pour pouvoir justement faire des partenariats avec des entreprises, des écoles aussi. Moi, mon but, c'est aussi de devenir un petit peu la référente et la petite conseillère d'orientation, on va dire, pour les jeunes qui en ont besoin. Ensuite, il y a le produit tech. Là, on va devoir lever des fonds, donc voilà. J'investis aussi dans l'IMO, dans la crypto, en bourse. Je fais mes petits placements. Ouais. Et je pense que encore une fois, en tant qu'entrepreneur, et là, c'est pas calculé, mais là, Edge, c'était une opportunité qui m'est un peu tombée dessus. Tu sais, quand tu lances une première boîte qui fonctionne, t'en as une deuxième, petit à petit, tu grossis, t'as plusieurs projets. Tu fais des cross-assets aussi, tu t'associes. Donc voilà. Ok. Peut-être juste avant, parce qu'on n'a pas parlé de ton expérience sales, pourquoi tu quittes Crédit Suisse après pour aller en sales chez Databricks? Tout simplement parce que j'avais déjà mon offre. Moi, je savais que Crédit Suisse, j'en étais convaincue que ça allait se cracher, que ça allait se casser la gueule. D'accord. Donc quand je suis arrivée chez Crédit Suisse, j'étais déjà en train de regarder pour partir. D'accord. T'as pas voulu continuer en M&A par contre? Chercher en M&A dans d'autres structures, mais surtout en private equity. J'ai été contactée par des chasseurs de tête. Et en fait, au final, j'obtiens une offre
en private equity pour juillet d'après. Donc là, c'était aux alentours de novembre. Et en fait, mon ancien copain me dit, en vrai, tu veux faire de l'entrepreneuriat, j'avais encore la marque de sport. Il m'a dit, trouve un taf où tu gagnes de l'argent et t'as du temps et c'est flexible. Ah, ok, d'accord. Et te donner de bons conseils. Ouais. Pourquoi ça s'est fini avec toi? Ah oui, on n'est pas obligé de parler. Il se projetait pas. Ok. Problème de projection. Et du coup, j'ai fait ça tout simplement parce que tu gagnes bien ta vie, que c'est la planque, que c'est flexible, que t'as des horaires chill. C'était quoi ton taf concrètement en tant que sales? C'est tes horaires Quand t'es BDR, en vrai, business developer, t'envoies des mails, t'appelles quoi. Tout simplement. Okay. T'as une liste de contacts. Le but c'est de booker des calls, des meetings pour les filer à ton account exécutive qui lui va entamer le process de vente. Et mes horaires c'était très flexible. Hein. Il y a des semaines, dès que j'avais mon quota, je foutais plus rien de la semaine. On va pas se mentir. Et tu gagnais combien en tant que sales? En BDR, comme on était, alors en full package non capé, attention, j'étais à 68 000 si je faisais mon quota, donc 100%, ce qui était simple parce qu'en soi, Databricks, c'est une solution qui se vend très bien, c'est un top produit. Et après, c'est non capé, donc j'étais aux alentours de 6 500 net par mois. Ok. Tu dirais que t'étais bonne en sales? Ouais. Ok, d'accord. Et je suis une fille, en plus, ça aide pas mal dans ce milieu où il y a très masculin. D'accord. Malgré tout. Okay. Ça peut faire débat, mais voilà. Selon toi, pourquoi? Parce qu'on avait dit au début dans la question que la sales, c'est de la séduction. Tu penses que ça, y a un rapport? C'est juste que, en fait, c'est physiologique aussi, mais c'est un monde très masculin. Donc en fait, quand tu vas recevoir, c'est un peu une petite touche de fraîcheur dans ta journée, tu vois. Ça fait une rupture de pattern. Voilà, tu reçois un mail d'une jeune fille, tu vois, d'une femme, tu vois, tu dis psychologiquement parlant, tu vas plus répondre. Et on a fait un test avec mon pote, on a envoyé le même mail, la même personne, le mec a répondu à la fille. En vrai, oui, il y a un côté peut-être de séduction, mais parce que tu sais, tu reçois des mails tout le temps, tu vois le même nom, peut-être Romain, Paul, Pierre, Jacques, tu vois. Chiara, boum. Voilà, et là tu te dis ok, c'est nouveau. Ouais. Et donc automatiquement ton cerveau dit ok, je vais vers le nouveau. Ouais, normal. Donc on va tenter les noms de femmes. Ouais, exactement. Peut-être. Pour prospecter. Non. Du coup, après sales, du coup, qu'est-ce qui fait que tu bascules vers une liste de formation, parce qu'on en a parlé à l'extérieur, mais pas. J'ai commencé ça en même temps. D'accord. Okay. Et en fait, quand ça a commencé à exploser, je me suis dit là c'est bon quoi. Faut que j'y aille. Tout simplement. Et t'as touché à plein de trucs du coup. T'as touché à l'entrepreneuriat avant de réentreprendre, on va dire. Ouais. T'as touché au M&A, t'as touché à sales du coup. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans tes expériences nouvelles d'entrepreneuriat? Moi, je pense que ce qui m'a le plus appris, au-delà des hard skills et même des soft skills que j'ai pu apprendre au sein de mes expériences, moi, ce qui m'a le plus appris, c'est mon entourage. À partir du moment où je suis revenue de Londres et que je me suis un petit peu entourée de personnes qui avaient monté des boîtes et qui me donnaient des conseils, et je m'inspirais de ces personnes-là, je pense que c'est ça qui m'a énormément appris, ce qui a fait que j'ai lancé ce business-là, que j'ai réussi à créer une communauté, que j'ai ma particularité dans la façon dont j'ai créé ma communauté. Mais franchement, je pense que c'est les humains qui m'ont entourée, qui m'ont le plus appris. Ok. Et comment t'as fait du coup pour créer cette communauté? Oui, alors en fait, au début, quand j'étais, oh là là, mon Dieu, j'avais commencé à créer des posts sur le lifestyle et le sport, mais rien à voir, tu vois. J'étais encore, sur LinkedIn. J'étais convaincue, je voulais le sport parce que c'est ma passion, tu vois. Et j'ai vite compris, non, ça, essaye pas d'allier pro et passion. J'ai fait un post un jour sur mes 100 heures par semaine en M&A. Ça a marché. Et moi, je sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait un besoin. Je sentais que ça allait arriver. Je sentais qu'il fallait lancer un truc autour du M&A parce que j'étais forte là-dedans. Je savais de quoi je parlais. Et il y a plein d'étudiants qui avaient besoin de ça. Ce contact humain, parce qu'il y a plein de formations, mais il manque ce contact humain. Ouais. Moi, aujourd'hui, mes étudiants m'appellent pas forcément pour me poser des questions sur les M&A, mais dire je suis stressée, comment je fais, ou ma copine m'a larguée, je suis pas bien en ce moment, tu vois. Donc ce côté de coaching qu'on va pas retrouver. Et surtout en M&A, c'est le genre de métier où c'est très strict, très carré, très soutenu. Tu sais, t'invites les gens, ils sont cravate, costard, tout ça. Ouais. Moi, j'ai voulu casser ce truc. Faut démystifier ce métier. Parce que soit t'as des gens qui sont là pour vendre le métier et te dire ouais, c'est super, le M&A, y a pas mieux. Moi, j'ai voulu me dire, non, mais il y a aussi la vérité derrière. Enfin, il y a les horaires, il y a le fait que t'as une vie un peu merdique, il y a le fait que, va falloir dire non très souvent, que tu vas te coucher à 4 heures du matin, que si t'as besoin de dormir, tu vas te retrouver au bout d'un moment avec des cheveux gris et des cernes à plus en pouvoir. Donc, j'ai voulu casser ce truc-là.
Et je pense que ma transparence et mon honnêteté et le fait que les gens, ils se sont dit, ah ben elle est honnête, elle est transparente, et le fait aussi que j'étais jeune, enfin je suis quand même jeune par rapport à ceux qui ont pu sortir des formations là-dedans, ils se sont dit, bah ouais, genre merci parce que tu veux nous aider. Alors oui, ils savent très bien que c'est un business, donc je me fais de l'argent aussi. Mais mon but au début, c'était vraiment de pouvoir démystifier le métier, pouvoir aider les étudiants, leur donner accès à une information que même moi, j'ai pas eu. Ouais. Et surtout parce que j'ai tellement aidé mes potes à moi à les placer et trouver des stages qu'au final, je fais la même chose aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense que c'est inné et c'est quelque chose que j'aime faire, transmettre. Après, peut-être que je transmets de la bonne ou mauvaise façon. Il y a des gens qui aiment pas et on a tous des haters, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre et le fait d'être passionné par transmettre, je pense que c'est ça qui a marché. Ouais. Okay, j'ai une petite question de haters pour toi. Ouais. Elle est pas, t'inquiète. Pour des gens qui te diraient, ok, tu accompagnes les gens pour du coup réussir dans cette voie-là, le M&A, mais toi t'en es parti et t'aimes et au final tu dis aussi qu'il y a pas mal de downside. Est-ce que du coup qu'est-ce que tu répondras à ça? C'est pas vraiment une question de, enfin c'est même pas une question, enfin c'est pas une remarque de haters. Okay. C'est plus une question de curiosité ou même constructive. Moi j'explique pourquoi je suis partie du M&A. Moi je serais pas partie du M&A si j'avais pas une entreprise ou une idée entrepreneuriale ou que je me sentais pas de le faire. Je pousse pas non plus et je suis pas là à dire sur mes vidéos faites absolument du M&A. Tu vois. Okay. Mais par contre si un étudiant me dit je veux faire du M&A, je lui pose toujours des questions un peu ouais mais est-ce que t'es prêt à faire ci? Et moi de toute façon tout ce que je dis c'est en vrai là vous voulez des stages. Visez le plus haut possible. En vrai, même si vous faites laver pendant 6 mois, c'est pas grave, ok. Visez le plus haut. Le but, c'est de vous ouvrir le plus de portes possible. D'accord. Si vous aimez pas, vous inquiétez pas. Avec le M&A, vous aurez de la crédibilité pour faire autre chose. Ouais, ça te ferme pas de porte. Voilà. Mais par contre, je dis pas aux gens, faites absolument du M&A, il y a que ça qui compte. Voilà, il y a des gens qui ont commencé à faire, à dire où je veux faire du M&A. Au final, ils sont partis en finance de marché. Je leur ai dit, en vrai, oui, c'est vrai que ça te correspond mieux. Voilà, la finance de marché, prends ça en compte. Donc voilà, je suis pas là à dire, et même au début, il y a des gens que j'ai pas pris dans ma formation parce que je leur ai dit, en vrai, ça va être impossible de faire du M&A pour toi. Okay. Pour qui c'est pas possible, selon toi? Alors, ça dépend du profil. Il y a un mec de 40 ans qui m'a appelé, qui me dit, qui a travaillé en wealth management, qui m'appelle et me dit, ouais, j'aimerais ta formation parce que je veux faire du M&A. J'ai dit, mec, en vrai, t'as 40 ans, tu dois vraiment retourner en stade d'analyste. D'ailleurs, je pense que c'est impossible. Faire des slides. J'ai dit, mec, non, genre, tu vas pas être épanoui, ça va te faire chier, tu vas te retrouver avec des jeunes de 20 ans qui font la même chose que toi. Je lui ai dit non. Donc il y a ce genre de profil. Il y a aussi des gens qui me disent moi par contre j'ai besoin de mes 10 heures de sommeil 10 heures de sommeil, j'ai besoin de ma vie sociale. Je leur dis OK, si tu veux faire du M&A, va dans de plus petites structures. Tu vois, il y a toujours ce conseil là plus personnel que je vais apporter et je pense que c'est ça qui fait la différence. En tout cas, quand je suis passée avec Joe Caritz en live, c'est ça qui est ressorti, le fait que je sois très honnête, très ouverte, très transparente et que je sois pas là très corpo, tu vois, même la façon dont je suis habillée, je vais pas venir en gros blazer, tu vois, parce que je suis moi-même et que ce que je veux, le but premier, c'est de transmettre et de donner accès à l'information. Et moi, mes étudiants pourront toujours en témoigner. Le samedi, je vais leur répondre, le dimanche, je leur réponds, à minuit, je leur réponds. Enfin, et c'est pas du tout bullshit, c'est juste que et c'est pour ça que j'ai du mal à déléguer, c'est que je suis trop dans le truc. Donc voilà, le but, c'est vraiment que chaque étudiant trouve son stage. Après, encore une fois, je suis toujours très transparente sur ce que l'étudiant peut avoir. Après, cette année, on a fait une masterclass et je pense que mon étudiant se reconnaîtra en regardant la vidéo. EM Strasbourg, pas de stage en finance. Il doit trouver un stage de fin d'études en M&A. Il prend ma formation. Je dis, oh putain, fait chier, genre je vais jamais y arriver. Et au final, il a obtenu son stage de fin d'études en M&A dans une petite boutique, One Capital, ça s'appelle, je crois. Et trop contente pour lui. Est-ce que t'as hésité à le prendre? Non, j'ai été honnête avec lui en lui disant, moi, je vais te donner toutes les clés pour t'ouvrir, pour te donner le moyen et t'apprendre à comment, tu vois, bien t'exprimer, la technique, etc. On va tout faire. Par contre, on va aussi postuler en audit, en TS et même en contrôle de gestion, je lui ai dit, parce que après, pourquoi pas, si tu vises certains postes, va faire un master spécialisé, tu vois. Ouais, okay. Donc, je suis toujours très transparente avec mes étudiants. Il n'y en a aucun à qui je promets d'aller chez Goldman Sachs ou chez JP Morgan s'il n'a pas le profil. Tu penses que, du coup, puisque il y a des gens qui vont peut-être te dire, ouais, mais si je peux réussir sans ça, pourquoi je prendrais ta formation alors qu'il y a bien des gens qui réussissent sans ça? Alors, il y en a.
Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est plus compliqué. Ouais. Déjà, ça dépend aussi de l'école de laquelle tu viens. Moi, j'ai des gens de l'ESCP qui sont dans des petites boutiques parce qu'ils n'ont pas tapé de grosses boutiques. Ah ouais. Parce qu'il y a moins de stages, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Ouais. Moins de postes, c'est beaucoup plus compétitif. Moi, les entretiens que je passais à l'époque ne sont plus du niveau d'aujourd'hui. Ouais, c'est plus Donc dur. en fait, ouais, c'est beaucoup plus dur. Même les petites boutiques genre financières de Courcelles, moi à l'ancienne, c'était très chill, on va dire, assez simple. Là aujourd'hui, pas du tout. Donc c'est sur quoi qu'on fait la différence aujourd'hui? C'est comme tu as dit, c'est sur le fit, ta capacité à compétence et niveau de préparation égal. Ça va jouer sur le fit? Sur le fit, la technique faut être très bon, voire au-dessus, montrer que tu comprends. La façon dont tu vas restituer tes réponses, les gens qui essaient de se justifier direct, ils sont lynchés. Genre, si tu veux trop montrer que tu sais, là, c'est mort. Faut savoir être concis, clair, avoir un bon fit, avoir un bon échange, avoir les bonnes questions, savoir bien rebondir, comprendre. Alors, ça, très peu, hein. Il y en a beaucoup qui apprennent par cœur et se disent, j'apprends le 400 questions Wall Street, là, qui est d'ailleurs très bien. Moi, je recommande, j'ai bossé avec ça. Mais en fait, ils comprennent pas. Et là, ils te piègent direct. D'ailleurs, la partie tech, c'est une analyse d'un deal. Ah non, rien à la voir. partie technique, c'est t'as toutes les questions. Là, on pourrait en parler pendant des heures. T'as la compta, le bridge, la valorisation, les méthodes de valo, le LBO, le merger model, le process sell-side, comment faire un one-pager. Ok, c'est combien de tours d'entretien? À tes souhaits. Il y en a plus, ça dépend des process. Ça peut aller, il y a des tests aussi à passer. Ça peut aller entre 3 à 6. Et est-ce qu'en tant que junior, tu peux faire foirer un deal? Non. Non, c'est pas possible à ce niveau-là. Non, en vrai, non, parce que t'es toujours checké. Ouais, et ça, en fait, si tu fais de la merde, c'est souvent l'assaut qui se fait niquer parce qu'il a pas checké, quoi. Vas-y. Non, j'allais dire un truc pour terminer. Oh bah, Il arrive bientôt. Non, je voulais voir un dernier point. Moi, de ce que je retiens de tout ce que tu as dit, c'est qu'à chaque fois, tu as su faire la différence par un point qui est très précis. Tu as mentionné entourage, amis, contact, humain. Est-ce que, je sais qu'il y a une part de naturel là-dedans chez toi, tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a des choses que peut-être tu as conscientisées derrière, que tu faisais et qui t'amènent des résultats pour soit te faire des amis, des contacts, t'entourer des bonnes personnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est difficile pour eux, tu vois, de trouver des gens qui sont dans le même mindset, etc. Est-ce que tu auras des petites masterclass là-dessus? Alors, déjà, je pense que c'est par rapport au travail que j'ai fait sur moi-même. D'accord. Donc ça, c'est comme ça que j'identifie les personnes qui vont me tirer vers le haut ou non. D'accord. Et que j'arrive à faire la part des choses sur les personnes qui me tirent vers le haut ou non. En fait, le truc, c'est que de base, on va me dire, ouais, t'es très extraverti. De base, non, parce que je me souviens, et même maintenant, tu me fous dans un événement où je connais personne. Tu sais, je vais être un peu timide. Ouais. Où je vais être un petit peu froide, où les gens ils vont pas forcément venir me parler. Quand je suis dehors, les gens me disent à premier abord, t'as l'air super froide et tout, on n'a pas envie de te parler. Mais typiquement, les conseils que je pourrais donner aux gens qui sont un petit peu introvertis ou justement essayer d'engager la conversation, en vrai, ça peut être tout con, mais et ça d'ailleurs Caroline Mignot en parlait, Top Voice LinkedIn. En fait, tu vois, même c'est con, t'as un événement, tu connais personne, tu vas au buffet, tout le monde aime la bouffe, tu vois. Tu dis ah ouais, d'ailleurs trop cool, tu veux du saumon, ou bien tu dis ah tiens t'en veux, et tu vois tu commences là par là, ou même tu vois tu dis c'est bête, mais je trouve qu'en France comparé aux US, bon après aux US c'est un peu hypocrite, mais aux US tu vois même c'est con, mais t'aimes bien le style de quelqu'un, tu dis ah t'es cool, tu vois, j'aime bien ton pantalon, ben pourquoi pas faire la même chose? Et moi je sais que même un sourire, un regard, montrer que tu vois t'as ce côté sympa, déjà pour aborder les gens, c'est cool. C'est en fait, tu parles d'une sorte d'approche circonstancielle. C'est-à-dire que les gens, ils sont un peu dans leur tête, il y a de l'anxiété, tu vois, d'approche, t'es dans un endroit, t'es là et tout. Mais ce dont tu parles, c'est juste les 5 sens. C'est-à-dire, ok, il y a des choses, si tu prends le temps d'observer, cette personne-là, peut-être qu'elle a une veste différente des autres. Peut-être qu'elle a une coiffure différente. Peut-être qu'avec ton nez, elle sent d'une certaine façon, d'une odeur qui te plaît, lui faire juste la remarque. Clairement, moi, j'observe beaucoup. Beaucoup et je sens beaucoup aussi. Mais je pense que l'observation, tu vois. Vous avez pas de parfum, je sais pas. Mais moi, je sais pas. Non, mais je sais pas vous, mais moi, par exemple, je mets des parfums. J'en ai acheté un récemment et ça sent pas. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas senti. Mais il y a des peaux qui sentent plus que d'autres. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué pour trouver son parfum, tout ça. Elle s'en sort bien. Hein. Voilà. Mais non, mais voilà, pour tous ces points-là, voilà, essayez d'observer, Je pense que on a tous une intelligence sociale quand même, on a un feeling, tu vois. Ça se développe. Pas tous, je sais pas si ça se développe en vrai. Ça se travaille. Si. Moi, j'en avais pas par exemple de base. Ah ouais?
Ouais, en fait, il y a un truc, c'est la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Ouais. Un professeur d'Harvard, et en gros il a identifié différents types d'intelligence. T'as dû déjà entendre, et en fait l'intelligence, ce qu'on appelle interpersonnelle, de justement ta capacité sociale à connecter avec les gens, et t'en as qui en ont plus ou moins que d'autres, et t'en as c'est comme si t'as une échelle, t'en as qui sont en bas. Ça se travaille, c'est ça. Ça se travaille, ça se travaille, mais je pense que voilà, pour me recentrer sur la question, les gens qui sont donc introvertis ou qui ont peut-être pas ce sens-là, essayez de ne pas avoir peur, de regarder un petit peu, de juste observer. N'hésitez pas à dire quelque chose que vous aimez ou même poser une question. C'est con, tu vois, mais lui dire mais d'ailleurs je peux te poser une question, tu vois, c'est con. L'approche, je peux te poser une question, bah oui, pose-la moi. Tu vas entamer, et je pense qu'aussi l'attitude corporelle, les mouvements, ça joue beaucoup. Ouais, montrer ça que t'es donne ouvert. envie ou non aux gens de venir te parler. Le port de tête. Ouais. L'assurance aussi, et même si t'as pas d'assurance, tu vois, le regard, le sourire. Et puis, il faut se faire violence. Hein. Ouais, tu vas une fois, la première fois, ce sera très dur. La deuxième fois, peut-être aussi, mais au bout d'un moment, tu seras habitué. Et je pense qu'il faut se viander pour réussir. Ouais. Tu t'es viandé, toi ? Ouais, beaucoup de fois. T'as une anecdote où tu t'es vraiment... en vrai, je peux prendre... mais c'est en vrai terme de viander. Hein. C'était une compétition, j'étais avec mon cheval, quelques mois avant les championnats de France. On va sur le parcours et en fait on tombe toutes les deux en fait il s'avère que si j'étais pas hyper flexible, j'aurais été paraplégique. Oh my god. Wow. Et j'ai repris direct après. Moi j'ai perdu connaissance et tout, donc ça a été assez dur, et oui, donc je me suis clairement viandée à quelques mois des championnats de France. Au final je finis par être championne de France. Ça a été un gros échec pour moi à ce moment-là, parce que c'est une épreuve où je devais un peu prouver pour être passée à l'épreuve d'au-dessus, au niveau d'au-dessus. Donc oui, clairement, je me suis viandée, et ça a été... ça m'a énormément forgé. Aujourd'hui, je me viande, je me dis, ok, genre, pourquoi tu t'es viandée, comme je disais tout à l'heure. C'est un moyen pour moi de me corriger et d'améliorer. La marque de vêtements de sport, j'ai jamais abouti, j'ai jamais lancé la production. Est-ce que c'est un échec ? Oui, peut-être, mais au final, ça m'a servi. J'aurais peut-être pas fait Edge aujourd'hui. Ouais, ça n'a rien à voir en plus en termes de business, en termes de cash flow et pour moi, un échec t'emmène aussi à une opportunité. Donc, tu dirais que c'est la confrontation au réel constante, et quitte à avoir des échecs, qui te fait progresser et aller justement développer cette confiance et cette expertise, cette compétence au final. Parce que si tu restes que sur de ce que tu connais, comment tu veux évoluer derrière ? Non, mais bien sûr. Après, est-ce que tu as cette volonté de sortir de ta zone de confort ? Il y a des gens qui ont leur vie, qui sont heureux, et qui sont OK avec ça, qui sont dans leur zone de confort, qui sont pas heureux d'ailleurs, enfin peu importe, et ils décident de rester là-dedans. Et c'est OK. Et moi, franchement, moi, j'en connais des gens, et qui m'inspirent aussi, qui sont dans leur zone de confort, ils veulent pas en sortir. Moi, j'aime la difficulté. J'aime être avec des gens qui sont meilleurs que moi. Avant, j'avais du mal, parce que j'étais anxieuse, je me disais putain, je suis nulle. Ah, t'avais honte un peu ? Là, pas honte, mais juste je me comparais beaucoup. Ouais. Je me comparais beaucoup. Par contre, j'ai jamais ressenti de jalousie, sauf enfin, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas forcément beaucoup d'amies filles. C'est qu'il y a toujours, entre meufs, parfois il y a beaucoup de jalousie. J'ai toujours eu du mal j'ai jamais été jalouse de quelqu'un. J'ai peut-être envié, tu vois, d'être telle personne, ou il y a une différence. Ou quoi. Ouais, je comprends, moi aussi. Mais pas de la jalousie. Et en fait, typiquement, moi, j'ai toujours aimé la difficulté. Je me suis toujours dit, je veux m'inspirer de ces gens-là pour être comme eux ou meilleur qu'eux. Et si demain j'échoue, c'est parce qu'il y a une raison. Peut-être c'est parce que je crois un petit peu au destin, et je me dis que les choses n'arrivent pas non plus par hasard. Ah ouais Tu crois ça ? Alors, il y a le libre arbitre, attention, on va partir plus dans la psychologie. Spinoza ou Sartre ? Allez, vas-y, dis-nous. Ah, j'aimais bien Spinoza, moi. Ah ouais ? Ouais. Je crois que je préfère Sartre. Ah, voilà. J'aimais bien la philo à l'ancienne. Mais j'aime toujours, mais j'ai moins le temps. Mais typiquement, t'as le libre arbitre, t'as plusieurs opportunités. À ce moment-là, si tu devais te prendre une claque, c'est que tu devais te la prendre. Oui, okay. Et parce que cette claque-là, elle va t'offrir une opportunité. Après, bon, il y a des gens qui ont pas de chance. Il y a aussi le facteur chance, tu vois, qui ont une vie de merde tout le long, et tu sais pas pourquoi. Mais typiquement, si t'es bien fait dans ta tête et que t'es accompli, pour moi, si demain t'échoues et que tu te prends une claque, c'est bien pour une raison, et que ça, tu vois, c'est comme les ruptures amoureuses. Enfin, les ruptures amoureuses, c'est un peu comme,
presque aussi douloureux, c'est dur, hein, mais que la mort. C'est un Parce deuil, que la mort, bah ouais, c'est ça. Mais au final, tu fais un deuil de quelqu'un qui existe toujours. La mort, tu fais un deuil de quelqu'un qui n'existe plus, enfin qui est plus sur Terre. Et en vrai, c'est Yann Moix qui disait ça, je crois. De quoi? C'est Yann Moix qui disait ce que tu disais, je crois, il disait que c'était pire, vraiment, Mais ouais, et c'est horrible, tu vois, parce que t'es là et t'as envie de parler à personne et tu perds une stabilité, un pilier dans ta vie, et je peux en témoigner. Mais en fait, au final, tu te dis, mais tu peux regarder, il y a eu une rupture, mais au final, tu glow up, tu saisis de nouvelles opportunités. T'as glow up depuis ta rupture? Mentalement, oui, je pense, parce que j'apprends, c'est un échec en quelque sorte. J'ai plus de temps, j'apprends à me recentrer sur moi, j'apprends à apprécier les moments seuls. Et ça, c'est hyper important, je pense, d'apprécier les moments avec soi-même. J'ai fait une introspection sur moi que j'avais pas fait avant. Mon business, il a pas mal avancé. Ah, mais justement, quand on a un business comme toi, quand on travaille H24, etc., c'est comment le dating? Je date pas. Tu dates pas? Ah non, je vais pas sortir la phrase. Tous ceux qui veulent sortir avec Chiara Operto, c'est mort. Non, mais Tu dates pas? J'allais dire la petite phrase de merde, tu sais, que Kendall Jenner, elle avait dit, Kylie Jenner, elle avait dit, I do not chase, I attract. Pas du tout, j'attracte même pas. Pour dire, personne. Tu reçois 0 DM, il y a personne qui te Je reçois des petits DM, mais tu vois, je sors ou quand je sors et tout, même en boîte, personne vient me parler. Ça m'est arrivé la semaine dernière, 2 étudiants m'ont dit, ah, c'est toi Chiara Operto sur TikTok. Mais on m'aborde jamais. Je sais. T'es dégoûté? Non, pas forcément, parce que le jour où il y aura quelqu'un qui m'abordera, ce sera peut-être la bonne personne. Ouais. Donc voilà. Mais sinon. Mais tu penses que ça va être maintenant que t'as. Mais je date pas parce que j'ai pas forcément. C'est pas ma priorité aujourd'hui, ouais. Ouais, mais justement, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait te poser problème par la suite, vu ton lifestyle et vu le niveau de vie que tu gagnes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui aiment pas nécessairement gagner moins que leurs hommes ou des choses comme ça. C'est plus l'inverse d'ailleurs. Bah, je trouverais. Enfin oui, plus que leurs hommes. Ouais. J'estime que je trouverai la personne qui me conviendra. En tout cas, je pense que j'ai qualité pour. Voilà, je fais un travail sur moi. Et je sais que j'ai un objectif aussi, c'est ma famille, mes enfants. T'aimerais avoir des enfants? Ouais, clairement, c'est très important pour moi. Pas tout de suite du tout, mais plus tard. Et je saurais faire la part des choses. Et oui, genre, je trouve un équilibre. Et c'est pour ça que je travaille sur moi, pour ne pas reproduire des erreurs qui ont été faites dans le passé. C'est de travailler sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même, pour attirer les meilleures versions d'eux-mêmes. Voilà, exactement. mais je trouverai quelqu'un, j'en doute pas, qui sera à la hauteur de mes attentes. On te le souhaite, hein. Merci. Bon, bah, sur ce... Beau mot de fin, ça. Ouais, c'est beau. C'était le moment fil. Ouais. Bon, bah, on va conclure, hein. Ouais. Des choses à rajouter, toi? Bah non, je crois que c'était assez complet quand même, hein. Je me défile, hein. Ouais, j'avais un autre truc, mais si on part là-dessus, ça va durer 20 minutes, donc c'est pas grave. On nous a fait un petit signe là déjà. Ouais, ce sera pour la prochaine fois. Bah écoute, merci beaucoup, Chiara. Merci à vous. Merci. Ça nous a fait un véritable plaisir d'aborder plein de sujets. Ouais. Bah merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à check en description parce qu'on va vous mettre les coordonnées de Chiara. N'hésitez pas à aller à vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur la finance. C'est ça, pas pour des DM, ok. C'est ça. Pas pour la date. Après, ça dépend. Elle est au fait, c'est bon, vous pouvez aller, les gars. Pas les étudiants. Oh, ça c'est du racisme. Pro et perso. C'est du racisme étudiantaire. Non, mais je peux pas, les jeunes. Trop jeunes, non. C'est quoi ta tranche? J'ai pas de tranche, mais bon, voilà, faut pas qu'ils soient en études. Fais ta petite liste là. Non, j'ai pas de liste, j'ai pas de style. Je marche au charisme. Ouais, toutes les meufs disent ça, j'ai pas de style. Alors. Fini comme on a commencé. Hors cam. Alors. Voilà. Ben merci encore. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous et on va charbonner pour vous amener encore un maximum de contenu, un maximum de personnes inspirantes comme Chiara. Et voilà. Ouais. Et n'oubliez pas à nous dire qui vous voudriez voir, quel métier, etc. Si aussi il y a des choses où on n'a pas été très précises, on va essayer de clarifier un maximum. Mais voilà. Donc merci. Ciao. À très vite.